Citizen Connection. Salut, bienvenue à tous dans Citizen Connection, les voix du verse, épisode 0. Dans cette nouvelle émission, nous vous proposons de revenir en détail et avec un peu de recul sur le contenu de la CitizenCon 2954 qui s'est déroulée à Manchester les 19 et 20 octobre dernier. Autour de la table, pour en faire l'analyse et en débattre, un ensemble d'invités aussi passionnés que critiques que je vais avoir le plaisir de vous présenter dans un instant. Je suis Knight, merci d'être là et de passer les prochaines minutes en notre compagnie. Citizen Connection. À suivre dans cette première émission Citizen Connection, les voix du verse, 3 sujets passionnants abordés lors de la CitizenCon de 1954. Pour commencer, nous parlerons de l'univers social. Nous plongerons dans les outils de communication en analysant l'évolution de ces nouvelles fonctionnalités et leur impact sur les interactions entre joueurs. Ces nouveautés vont-elles chambouler les organisations de joueurs? Comment ces groupes vont-ils devoir s'adapter? Ensuite, place à Squadron 42. Enfin, une date de sortie annoncée pour 2026. Nous nous demanderons si cette introduction massive, vue à la CitizenCon, justifie les années d'attente et de retard. Le jeu semble-t-il à la hauteur des standards AAA des jeux les plus aboutis du moment? C'est la question que nous poserons à nos invités. Et enfin, nous découvrirons les étoiles Ma Destination Citizen 1.0, nous détaillerons les fonctionnalités de cette version, discuterons des différents types de jeux comme le PvP et le PvE, et explorerons les intentions futures des développeurs pour Star Citizen. Une question brûlante est sur toutes les lèvres, le endgame avec la création des bases spatiales sera-t-il accessible à tous les joueurs? Restez avec nous sur Citizen Connection, les voix du verse. Citizen Connection. Le premier de nos invités est le doyen de nos voix du verse. À 59 ans, il a plus d'heures de vol sur Star Citizen que certains d'entre nous n'en ont sur Terre. Il est l'un des représentants de l'organisation Les Loups d'Arémis. Passionné du jeu depuis son début en 2012, il est pledger depuis janvier 2016 et Evocati depuis la version 3.1. Expert en combat spatial et testeur dévoué, il est notre référence pour les mécaniques de vol et les dernières mises à jour du jeu. Un grand merci pour son engagement et sa passion inébranlable. Voici Nathaniel Flint. Salut Nat. Et salut Knight et bonsoir à tous. Comparé à Nat, notre deuxième invité est une John Poe. À 27 ans, responsable de l'Union des Blanches Hermines, lui et ses compagnons ont déjà gagné le respect de la communauté. Il suit le projet depuis 6 ans et est en jeu depuis 4. Ses activités principales incluent le pilotage, le combat et le gameplay industriel. Avec des attentes élevées, après une précédente édition exceptionnelle de la CitizenCon, il espérait des perspectives claires pour la version 1.0. Il a suivi pour nous l'événement en direct tout le week-end dernier. Il nous dira si ses désirs ont été satisfaits. Un grand merci pour son enthousiasme et sa présence. Voici Finnick. Salut Finn. Salut Knight, salut à tous et merci pour cette invitation. Notre troisième invité est un véritable touche-à-tout dans l'univers de Star Citizen. À 39 ans, il est l'un des fondateurs de l'IRMP, une toute nouvelle organisation dans le verse. Joueur depuis presque 2 ans, il nous apportera un regard neuf et une énergie rafraîchissante sur le projet sans être encore blasé par les années d'attente. Présent à Manchester pour la CitizenCon de 1954, il espérait y découvrir du nouveau gameplay, voir la finalisation d'anciens concepts et rêvait même d'un vaisseau qui lui aurait été offert par Chris Roberts himself. Il nous partagera ses impressions sur cette édition et ses attentes pour la version 4.0. Il nous dira aussi s'il a réussi sa partie de pignata géante. Un grand merci pour son authenticité et sa bonne humeur. Voici Pietro. Salut Pietro. Bonjour Knight, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. À 47 ans, notre invité suivant représente fièrement la Minecorp, une organisation qui a pignon sur verse dans le domaine de l'exploitation minière. Joueur passionné de Star Citizen depuis juin 2017, il a exploré Stanton de long en large avec une grande méthode. Pour le moment, en jeu, il aime faire un peu de chasse à la prime pour pimenter les choses, mais son cœur bat vraiment pour le minage, le recyclage et le transport. Pour cette édition de la CitizenCon, il attendait avec impatience des annonces excitantes. Un nouveau système, des dates de sortie pour Squadron 42, le gameplay médical et pourquoi pas un peu de housing pour se sentir chez soi dans le verse. Il espère aussi des avancées en ingénierie qui selon lui devraient sans doute susciter de nouvelles vocations parmi les joueurs. Alors cette année, est-ce que la CitizenCon a été pour lui une pépite ou une boîte de scrap? Nous lui poserons ces questions. Accueillons tout de suite Iria Sombreflamme. Salut Iria. Salut Knight, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation aussi. À seulement 27 ans, ce capitaine audacieux a déjà marqué l'univers de Star Citizen.
Depuis le début de l'année, il est le CEO et cofondateur de la 22e Road Trade Enterprise. Il a transformé le transport de marchandises sensibles en une véritable aventure spatiale. Cette entreprise, née d'une collaboration étroite avec son fidèle lieutenant Devo, est bien plus qu'une simple société de transport. C'est une petite famille unie par la passion de l'exploration et de la logistique interstellaire. Notre capitaine n'est pas un nouveau venu dans l'univers de Star Citizen, il a bravé les débuts tumultueux du jeu en 2012 et est maintenant un vétéran actif depuis la version 3.22. Il attendait des nouveautés pour cette CitizenCon de 1954, des nouveautés, des vrais précis-styles. Avec Squadron 42 en phase de polish, il espérait voir des avancées significatives dans le développement du jeu, notamment l'arrivée tant attendue du système Pyro avec de nouvelles fonctionnalités et un contenu plus abouti. Nous verrons si l'optimisme entrepreneurial de ce jeune patron est toujours au beau fixe. Sans plus attendre, voici le capitaine Shepard. Salut Shep. Salut Night, salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir d'être avec vous. Le dernier de nos invités est un membre émérite de la Nebula Rise. À 32 ans, il est un vétéran de Star Citizen, backer depuis 2013 et joueur actif depuis 2019. Polyvalent, il se distingue particulièrement dans les combats et excelle dans la coordination des événements de corpo. Un vrai mastro du chaos organisé. Également présent à Manchester pour la CitizenCon de 1954, il espérait enfin une date de sortie pour Squadron 42, et concernant Star Citizen, il attendait une communication claire sur les fonctions sociales indispensables à ses yeux pour tout bon MMO, comme la gestion des organisations et les objectifs de groupe. Tout comme Iria, il était également impatient de voir des améliorations dans les gameplays multicrew, notamment celui de l'ingénierie. On peut dire qu'il avait des attentes aussi élevées que la température d'un moteur quantique en surchauffe. Nous lui demanderons si cette édition lui a redonné confiance ou si, pour lui, CIJ nous berce encore d'illusions. Cet optimisateur de l'ordre dans le désordre se prénomme Brengen. Bienvenue Brengen. Salut à tous, merci pour l'invite et très content d'être là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, nous avons recueilli vos premières impressions. Alors cette CitizenCon de 1954, hype ou pas hype? Citizen Connection. Du coup, hype pour le social, pour tout ce qui vont sortir par rapport au corpo et ce qui va rentrer dans un futur en espérant proche. Carrément hype. Tout cet aspect recherche, récolte de ressources plus ou moins précieuses, le craft qui est associé, franchement, ça promet du très lourd pour l'année. Alors, hype en tant que nouveau joueur, hype sur beaucoup de choses. C'est une grosse découverte pour moi. Hype par tout ce qui est météo, environnement, etc., graphisme, et avec une petite réserve sur comment ça va se passer pour toutes ces bases et toutes ces constructions. Alors, hype, surtout par la démonstration des nouvelles tempêtes, etc., le base building et tout ce qui s'ensuit. Pas hype, sauf pour Terra. Hype, principalement pour Squadron 42. J'ai beaucoup aimé les images du Javelin et un petit aperçu des vaisseaux capitaux de Gauntlet Capital. J'ai été hype par le panel Dress to Chill, avec le système dress et des armures customisables et surtout le Sandworm qui a l'air de promettre des belles batailles. Hype pour le jeu solo avec l'introduction d'une heure où on a pu voir un certain Henri Cavill, voilà, l'acteur geek de référence. Et d'ailleurs la petite aussi référence au Ver des Sables qui est apparu. Ça m'a fait tout de suite penser à Dune. Alors, nous venons de l'entendre, les retours de ceux qui ont suivi cette CitizenCon derrière leur écran sont globalement unanimes. Ils ont kiffé leur moment. Bon alors peut-être se sont-ils laissés porter par l'ambiance du moment, mais Pietro, Brengen, vous étiez sur place à Manchester. Vous l'avez trouvé comment cette CitizenCon de 1954? Moi j'ai très bien aimé. Première fois pour moi d'aller à une convention de jeux vidéo. Et j'ai eu la méga hype. Ouais, moi j'étais très content, mais moi j'y allais avec un groupe avec qui j'avais envie d'y aller, donc ça c'était très agréable. C'était agréable de rencontrer des joueurs du monde entier. Moi j'ai pu parler avec beaucoup de pays et ça, j'avoue que c'est toujours très rafraîchissant parce que c'est vrai que entre joueurs francophones, on n'est pas forcément très ouvert sur l'extérieur de base. Mais ça m'a bien plu et ouais, de manière générale, ça m'a plutôt hype. Phoenix, Shep, vous avez partagé, vous étiez derrière votre écran, vous avez partagé cet avis, c'était un bon moment pour vous?
Chose étonnante, c'est que même si on n'était pas en fait sur place, on s'est rendu compte que la hype était partagée, qu'on soit sur site à Manchester ou derrière notre écran tranquillement dans l'Hexagone. Nous, on a pu partager vraiment l'événement avec les membres de la corpo, et puis on a pu le voir qu'on était tous aussi hype, on était tous en euphorie en même temps que les membres présents directement dans la convention, et puis on le voyait, l'engouement sur les réseaux faisait vraiment plaisir. On était tous au taquet. Ouais, je rejoins Phoenix sur la hype. C'est vrai que même n'étant pas sur place, on a profité avec les gars aussi de notre côté de participer à cette CitizenCon et d'y assister en live. Je dois aussi dire que bien hype, hein, malgré le fait que quelques petites déceptions aussi, hein, toujours, mais pas mal de beaux contenus, je pense, et on a encore de belles années. Et vous, Iria et Nat, constat mitigé également ou grande hype pour cette CitizenCon de 1954? Alors, personnellement, très grosse hype. Les panels qui ont été cités étaient un peu mous au départ, mais ça c'est même à la fin du premier panel, c'était quand même quelque chose de grandiose. Je pense qu'on en parlera. C'est dommage qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions, je pense. Et elle était aussi différente de celle de 1953. Qui était à Los Angeles, et c'était une autre ambiance aussi. J'ai trouvé celle-là plus calme en comparaison, mais j'ai été hypé, que ce soit pour les panels de Star Citizen ou de Squadron 42. J'ai eu enfin ma date pour Squadron 42 et de belles perspectives pour Star Citizen. Donc je suis relativement heureux et fébrile des prochaines nouveautés qui vont apparaître sur notre verre. Ouais, pareil pour Kyria. Même sentiment, c'est vrai qu'au début ça commençait, c'était pas aussi flamboyant que l'année dernière. Mais en fait, quand on voit le tableau dans son ensemble, en fait, elle est mieux que l'année dernière, en fait, en réalité, pour moi. Donc, bien sûr, hype, évidemment. Je veux dire, depuis des années que je suis ce projet, évidemment que je suis hype. Merci à tous pour vos premières impressions. Sans plus attendre, je vous propose de passer au premier débat. Citizen Connection. Alors dans cette séquence, nous allons nous plonger dans les nouvelles fonctionnalités sociales prévues pour Star Citizen. Nous discuterons des améliorations annoncées et de leur impact potentiel sur l'expérience du jeu, en particulier comment elles pourraient influencer l'interaction et la collaboration entre les joueurs. Nous examinerons aussi comment ces nouveautés pourraient redéfinir la dynamique des organisations dans le jeu. Plus globalement, de toute façon, on va avoir un débat un petit peu sur aussi vos ressentis et les perspectives, hein. C'est un peu ça le sujet du débat. Alors du coup, moi je sais pas qui a envie de commencer un petit peu à parler un peu de cet aspect social. On va peut-être commencer par Brengen qui avait déjà des grandes attentes déjà avant de partir à la CitizenCon. Brengen, tu peux nous en dire un peu plus? Oh oui, bien sûr. Moi, c'est en un mot. Enfin, on nous montre quelque chose de tangible. Alors, bon, malgré tout, un tout petit peu déçu parce qu'on n'a pas de date à toutes ces fonctionnalités et dès le début, ils nous ont prévenu que c'était du work in progress et qu'il n'y avait rien de définitif. Mais enfin, de la facilité en jeu dans les chats, de la facilité dans le jeu pour les groupes, pour les listes d'amis. Le Group Finder, je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas pour les pick-up. Moi, ça m'offre des possibilités de jeu, ou en tout cas de potentiel recrutement pour la suite. Et surtout, les orgas, quoi. Les orgas qui ont un sens, les orgas avec un tag, les orgas avec un gameplay, les orgas avec des alliances, enfin... Là-dessus, non, moi ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis, malgré les interrogations qu'on pourra discuter tous ensemble après, ça m'a permis en tout cas de me projeter, ce qui est déjà très agréable. Iria, toi, tu t'attendais à ça ou t'as été déçu? Tu t'attendais à plus sur ce panel-là? Ah non, j'ai même été surpris de là. En fait, j'imagine le social, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi aboutis en fait sur ce qu'ils nous ont présenté. Ils nous ont quand même amené pas mal de choses, comme la découverte des guildes en fait, où on a les orgs, les organisations, c'est-à-dire nous, les factions qui sont ICC, Milesecart, les cités, enfin bref, tout ce qui est faction. Et au-dessus, ils nous ont rajouté quelque chose qui sont les guildes, qui regroupent plusieurs gameplays en fait. Donc c'était un truc très intéressant. Le panel sur la gestion de la corpo, on l'attendait, c'est ce qui va faire de Star Citizen en MMO, et franchement c'était inattendu. Et je suis très heureux qu'il l'ait mis parce que ça permet de gérer nos membres, savoir où c'est qu'ils sont. Des fonctionnalités qui ont été rajoutées, comme par exemple le fait de choisir une guilde pour l'organisation en fait, et que cette guilde, au fur et à mesure des missions qu'on va faire, qui seront en rapport avec cette guilde, qui nous permettront d'avoir des bonus en fait pour tous les membres de notre corpo,
est quelque chose de proprement génial, et il faudra justement gérer à savoir quelle guilde on va prendre, quelle mission, quel gameplay on veut faire, quelle faction on va promouvoir et sous quelle guilde on va être. Donc c'est quelque chose de très très intéressant, on pourra en parler pendant un bon moment. Hein. Il y a, Mais- pas que ça, il y a aussi le rapport de loyauté par rapport à sa guilde aussi qui a été mis en place. Mais C'est-à-dire- Ouais, vas-y, excuse-moi. justement, est-ce que ça va pas, et là je vous pose la question collectivement, est-ce que ça va pas poser un problème pour les organisations telles que chacun d'entre nous l'avons défini, hein, chacune des organisations qu'on représente, on avait organisé les choses d'une certaine manière. Est-ce que, et là je vous pose vraiment la question collectivement, est-ce que vous pensez pas que ça va rabattre les cartes et que ça va nécessiter une réorganisation de nos différentes organisations? Si, et tant mieux, c'est tant mieux, parce que je veux dire là, pour avoir fait des guildes sur Star Citizen depuis 2016, qu'est-ce que c'est pénible en fait de faire une guilde sur Star Citizen, c'est très dur. C'est-à-dire que tout va bien au début, c'est-à-dire que bon voilà, il y a une phase un peu de rêve, etc. Mais quand le rêve s'efface et fait face à la réalité justement, c'est dur. Parce que comment garder ses mates, il n'y a pas de gameplay, ou alors c'est que du gameplay piou-piou, ou bien ce genre de choses-là, etc. Donc là, au contraire, c'est justement, ça donne une perspective, surtout qu'il traite tous les sujets, hein, je ne vais pas aller plus loin, mais il traite beaucoup de sujets de gameplay, et qui se rapproche d'ailleurs beaucoup des MMO classiques, enfin des MMO qui existent, ceux qui ont très très marché, enfin qui ont beaucoup marché, etc. Et ça va donner une structure. Et oui, ça va rebattre les cartes d'une certaine façon, etc. Mais c'est bien, tant mieux. Ce sera plus facile pour les Master Guild de tenir leur guilde que maintenant où c'est quand même un peu compliqué, quoi. Mais Finnick, par exemple, pour l'UBH, ça ne provoque pas une certaine inquiétude sur votre devenir, sur la manière dont vous vous êtes organisé? Ça ne va pas soulever des questions chez vous? Pas nécessairement. Pour aller même plus loin que ce que disait Nat, je dirais même que c'était à prévoir en fait. On sait que Star Citizen est en développement quand même depuis quelques années. On a jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à cette CitizenCon, on n'avait aucun visuel sur le devenir réel de ce que sera le jeu à terme. Et là, en fait, je pense qu'il faut toujours garder une part d'adaptabilité, sur ce que va être la guilde, sur le fonctionnement, et toujours évoluer dans le même sens que le jeu. Je pense que des guildes qui ont été créées dans les années, vers 2018-2019 et ce qu'elles sont maintenant, je pense que la plupart ont évolué parce que le contenu évolue, ce que le jeu propose évolue, et même ce que, au final, les rencontres, le fil des rencontres va donner au sein de la corpo. C'est vrai qu'on peut avoir certaines guildes ou certains corpos qui vont être très tournés dans un gameplay. Je pense que Shepard pourra peut-être y répondre là-dessus, lui qui est très tourné également sur l'aspect commerce, transport, etc. Mais après, dans la mesure où tu restes un minimum polyvalent et ouvert à ce que ta corpo va pouvoir proposer, bah ça en fait ça va se faire au fur et à mesure des rencontres. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y a une part d'adaptabilité à maintenir. Et là au moins on commence à avoir un réel visuel en fait, à avoir une réelle projection. Et surtout l'aspect social, les discussions qu'on peut avoir avec d'autres guildes commencent vraiment à prendre du sens. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Alors, je vais aller un petit peu plus dans le sens de ma question, parce que moi je fais une différence entre les organisations qui se voulaient généralistes et celles qui avaient déjà un credo qui était bien établi. Je pense par exemple à Chep, lui c'est clair, toi ton organisation c'est du transport, c'est de la logistique, tu as un gameplay qui est établi, finalement tu sors pas de ces clous-là, tu vas pas avoir de difficultés pour tes réputations et pour gagner les bonus qui sont prévus derrière ces nouvelles fonctionnalités. Mais des guildes plus généralistes qui voulaient faire un petit peu de tout et qui ont accueilli des joueurs en leur proposant un petit peu de tout, vont quand même avoir des difficultés parce que ces joueurs-là ne pourront, si par exemple l'organisation choisit un gameplay militaire, elles ne bénéficieront pas des bonus dus par exemple à la corporation, à la guilde des transports, etc., etc. Et il va falloir certainement, alors, se séparer, je pense pas, parce que ça nous fait toujours mal au cœur, et puis c'est des joueurs qu'on aime, qu'on finit par apprécier, mais qu'il va falloir quand même, pour lesquels il va falloir permettre, si tu veux, de les amener dans la réputation qui est leur cœur de gameplay. Et moi, c'est là où sont mes inquiétudes. Chep, tu vois ça comment, toi? De mon point de vue, comme tu l'as dit, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis, étant donné qu'on est quand même exclusif dans le transport, même si on se donne quand même quelques occasions de faire autre chose, hein. Niveau structure ouais, au niveau de la structure et de l'organisation de notre groupe, je pense que ça va pas poser de problème.
Mais derrière. est-ce que comme moi, vous entendez que ça risque d'être plus difficile pour les guildes généralistes? Là, je vous pose la question collectivement. Bah, si je peux rebondir par rapport à ta précision, inquiétude, je pense pas, parce que, comme je le disais, en fait, on s'adapte aussi à ce que le jeu nous propose actuellement. Comme beaucoup, je pense, hein. C'est vrai qu'on va plus avoir tendance à s'orienter vers, pour l'instant, ce qui permet peut-être de produire un peu plus en tout cas, qui permet un peu plus de facilité sur l'acquisition de chips ou autre. Derrière, nous, on a toujours notre gameplay principal qui est toujours en tête, qui vise à la mise en place de construction de base, de l'entretien et du partenariat avec d'autres guildes. Donc, on sait qu'on va être beaucoup plus concentré, je pense, sur une certaine trajectoire à prendre. On se laissera peut-être moins de liberté sur certains gameplays sur lesquels on se base actuellement, mais c'est pas nécessairement une inquiétude, je pense. Après, je suis ravi d'avoir l'avis de mes collègues ici. Et toi, Pietro, qui est pareil, membre et fondateur d'une petite organisation récente, toi, ça t'inquiète Oui, ça m'inquiète un peu, mais bon, comme tout le monde a dit, faut remettre toutes les cartes en jeu, tout remélanger, et on va devoir changer notre fusil d'épaule, façon de parler, et voilà, quoi. Et nous, on fait beaucoup d'industriels, on fait pas beaucoup de militaires. Moi, je vois dans un futur, c'est faire des alliances avec d'autres corpos et faire des échanges de fonds possédés, un peu comme une symbiose. T'as besoin de ressources, nous on peut faire de la ressource. Nous on a besoin d'une protection, tu sais nous protéger et ainsi de suite, quoi. Moi je vois ça comme ça, un genre de libre-échange, voilà quoi. Pas un système où tu viens, je viens de gratter ta marchandise. Ça non, mais plus un libre-échange. Voilà quoi, t'as besoin de moi, j'ai besoin de toi, on va s'entraider, on se serre la main, quoi. Mais voilà quoi. Moi j'ai envie de rebondir. En fait, d'un côté, moi pour l'orgue que je représente, nous ça nous interroge parce que, et puis on en a discuté longuement, parce qu'à partir du moment, et c'est l'impression que ça a donné, mais c'est là où je mets à chaque fois des très grosses pincettes, parce qu'on a eu un tout début de système qu'on nous a présenté, ça peut changer de X façon, mille et une possibilités. Mais c'est vrai que nous, ça nous intéresse, parce que comme on est dans l'ADN très polyvalent au niveau de la Nebula, on se dit, est-ce que taguer une guilde en particulier risque de nous enlever du contenu, etc., ou des possibilités pour certains de nos joueurs qui sont peut-être plus axés certains combats, certains ingés, certains base building, certains ressources, etc. Donc oui, là-dessus, ça nous interroge. Après, comment dire, je vois aussi où est-ce que CIG veut en venir, et je pense que Pietro a raison dans le sens où tout ce qui nous a été montré à cette CitizenCon, on en reparlera dans les 1.0, j'en suis sûr, va dans la direction de forcer les corpos à jouer ensemble, en fait. Forcer l'interaction entre joueurs, qu'il s'agisse des shops, qu'il s'agisse des alliances, etc. Et je pense en fait qu'ils veulent forcer à la complémentarité. Donc moi, ça m'interroge pour la suite, mais après, je suis moyennement inquiet dans le sens où c'est du moyen long terme, donc je pense qu'on a le temps de voir venir au fur et à mesure des informations qui nous seront communiquées sur ce sujet. Le truc, c'est que les applications là, qui nous font par le biais de la Mobilglass, tout ce qui est social, ça permet d'avoir une meilleure organisation en fait de la corpo. Mais tu as aussi la possibilité de faire des alliances via ce panel-là. Ce qui est pas inintéressant et ce qui fait que oui, je suis d'accord avec toi, Bren. Et comme tous ceux dont on en parlait, il y a des inquiétudes, mais elles peuvent être résolues juste par le fait qu'on soit tous des organisations qui peuvent interagir entre elles et être alliés. C'est bon. C'est ça. Je partage un peu la même vision que vous. En fait, c'est pour ça que je parlais du fait que j'ai pas nécessairement d'inquiétude, dans le sens où, après, c'est peut-être aussi ma vision actuelle, mais nous, notre groupe, on essaie toujours de le développer de manière à être plus ou moins indépendant de ce que le jeu va proposer. Alors maintenant, on a très bien vu avec la vision à long terme de SC, ce qu'elle va donner. On sait que l'indépendance sera très compliquée, sauf si on représente des méga structures. Mais c'est plus une indépendance par rapport aux différentes guildes qui sont proposées par CIG, et plutôt faire notre indépendance à nous avec une certaine coalition, des partenariats qui peuvent se mettre en place avec des corporations plutôt industrielles ou militaires, comme tu le disais Pietro, pour de la défense. Mais c'est plus dans ce sens-là. Donc au final, cet aspect de réputation qu'on pourrait avoir en jeu, qui va peut-être nous brider sur certains aspects,
moi j'espère surtout en fait la retrouver et la compléter et la compenser surtout avec les discussions qu'on pourra avoir avec les autres corpos. C'est surtout ça que j'attends et ça faisait vraiment plaisir de commencer à avoir un peu un pied dedans avec ce panel-là. Ok, donc globalement, ce que vous avez vu des fonctionnalités sociales, pour vous, elles vont clairement encourager la collaboration entre les joueurs. Pas le choix en fait. C'est comme ça que je le vois. À partir du moment où tu tags une guilde avec des professions données. Après, ça a toujours été un peu dans l'ADN de Star Citizen. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le système d'affiliation, là, voilà, ça a toujours été là, ça. Hein. C'est pouvoir le fait de pouvoir que les différents groupes de joueurs s'affilient, etc. Ça a toujours été, il y a toujours eu cette volonté de la part de CIG, quoi. Hein, ça a toujours été là. Là, ça ne fait que le renforcer, en fait. Là, c'est clair, maintenant. Mais enfin, on nous donne les outils en jeu de le faire. Parce que Voilà, tout cet aspect discussion, alliance, partenariat, événements proposés conjointement, etc., sont faits en dehors du jeu. Genre, comme on peut le faire actuellement sur Discord, sur d'autres plateformes qui sont dédiées. Là, enfin, on nous donne des outils. Je reprends les termes de Brad James tout à l'heure. Enfin, on nous donne les outils de le faire en jeu sans passer par des plateformes annexes et enfin s'intégrer pleinement, en fait, au contenu. Et en plus, nous voulons une date. Ouais, t'en auras pas. On n'aura pas de date, je pense. Et bon, ils ont calculé de ne pas mettre de date pour pas avoir le même problème que l'année passée, quoi. Ça rebondit un peu avec la présentation initiale sur peut-être le ressenti un peu moins, enfin peut-être pas moins hype parce que c'est pas le terme approprié, mais moins sensationnel que l'année passée où en fait on nous avait dit clairement dès les 10 premières minutes ce que vous allez voir sera présent dans les 12 prochains mois. Là c'est clairement pas le cas, ça a clairement pas été précisé, donc on a été très hype par des panels très intéressants, notamment tout ce qui est météo, etc., dont on n'évoquera pas forcément, on débattra pas dessus, mais même sur l'aspect en fait vraiment social, on n'a pas de date actuelle, donc on le prend avec plus de pincettes. Et je pense que ça participe un peu à cet aspect un peu plus fébrile, on va dire, du ressenti qu'on peut avoir de cette CitizenCon. Ouais, bon, après, moi, si je vais être un petit peu critique, vous avez l'air d'être quand même très satisfait, effectivement, de ce qui nous a été montré. De mon point de vue, j'ai trouvé qu'il manquait quand même des choses à ce module social. On n'a pas parlé de gestion de flotte, on n'a pas parlé de tous ces outils qui sont pourtant très importants pour nous. Vous n'êtes pas déçus? Vous pensez pas qu'il en manquait un peu? Ils nous ont teasé sur le storage corpo, mais ils en ont pas parlé plus que ça en fait. Donc ça veut dire qu'ils nous ont omis quand même pas mal de fonctionnalités sur lesquelles ils sont déjà en train de travailler. J'ai beaucoup d'espoir sur ça, j'espère qu'on va les avoir, mais ils ont diffusé aussi dans la possibilité dans le chat, ils ont parlé aussi de positionner, de linker en fait une position sur la star map. Ça sous-entend que derrière il va y avoir aussi un retravail de la star map. Et pareil, tu pourras accéder à des quêtes directement via un lien que tu lâches sur le chat, ce qui permettra de cliquer dessus et d'être redirigé sur ta mobile glace sur le contrat adapté. Il y a plein de possibilités qu'ils n'ont pas parlé et qu'ils ont teasé juste comme ça en disant on parle du storage tu nous as teasé le storage de guild. D'ailleurs, Beauregard l'a dit vraiment, c'est du teasing. C'est vrai qu'il y a des aspects en fait qu'on a plus ou moins déjà en fait intégrés, alors pas forcément en jeu, mais sur SC dans sa globalité, qui ne sont pas représentés. Je pense notamment à la création des corpos qu'on a actuellement sur le site RSI, où on a déjà la possibilité d'y donner en fait comme un système d'accréditation de rang. Sur 4 niveaux actuellement, si je dis pas de bêtises, qui, on le sait, normalement devra venir interagir en jeu sur les possibilités et les accès que vont avoir les uns et les autres en fait au sein de notre corpo. Et je pense qu'en fait, ils ont peut-être pas teasé dessus, parce que ce système va peut-être être retravaillé. Avec ce système d'alliance ou autre, on peut peut-être imaginer que il y aura un même procédé au final qui pourrait être appliqué sur le système d'alliance avec une certaine accréditation attribuée, et sur les alliances les plus fortes, on va dire, les espèces de coffres de guide ou peut-être des accès à des vaisseaux spécifiques pourraient être partagés. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'ils ne l'ont pas montré. Et je pense aussi derrière, on le sait très bien, à chaque fin de CitizenCon, ils nous orientent un peu sur les prochains sujets qui vont être dévoilés dans les prochains ISC. Et je pense que ça viendra vraiment compléter la CitizenCon, ce qu'on verra sur les vidéos du jeudi. Je l'espère en tout cas. Ah, pure spéculation, hein, mais quand on parle de Global Storage, à mes yeux, ça va être tout ce qui est cargo et composants et craft, mais j'ai pas l'impression que tout ce qui va être vaisseau va être partagé. Je l'espère, parce que c'est
Si vous êtes comme nous, on a beaucoup de vaisseaux, mais pas assez de gens pour les piloter. Donc avoir cette possibilité, ça serait vraiment un gros plus. Mais c'est vrai que je ne sais pas si ça arrivera pour la 1.0, puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis au niveau technique pour mettre ça en place. Ils en avaient parlé il y a longtemps, au niveau justement du fait de mettre en commun les vaisseaux de membres d'une corpo, pour les mettre en commun sur la corpo, pour que les gens de la corpo puissent les utiliser. Donc je pense pas qu'ils vont lâcher l'idée. Moi j'ai grand espoir sur ça. Je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, mais qu'ils nous en parlent pas. C'est comme les IA, on n'en a pas entendu parler pendant la CitizenCon. Nada. Rien. Et même, comme tu dis, avant même d'entendre parler du base building et autres, on avait entendu parler des hangars de corporation. C'est-à-dire une espèce de hangar qui soit généralisé pour une corpo, sur lequel tu pourrais peut-être, de ce que j'avais cru comprendre en tout cas à l'époque, tu pourrais y attribuer certains vaisseaux qui seraient mis en libre accès, entre guillemets, pour les membres rattachés à ta corporation. Donc ça, c'est déjà un aspect qui est présenté depuis quelques temps, depuis quelques années, et oui, dont ils n'ont pas du tout reparlé actuellement. Ouais. Un peu surpris là-dessus. Alors, ce module social, ça a été aussi l'occasion de voir un petit peu la vision que pouvait avoir CIG du MMO et de son MMO. On a eu plusieurs petites briques qui sont venues s'installer tout au long de la CitizenCon sur plusieurs panneaux différents. On avait les spécialisations par rapport aux fringues avec les classes spécifiques. On avait effectivement les bases de joueurs, on avait les quêtes, il y a beaucoup de choses qui étaient en rapport avec la destination d'un MMO. Est-ce que vous avez été convaincu par l'orientation prise pour concevoir le MMO Star Citizen, ou est-ce que vous pensez que franchement ils sont à côté de la plaque et ils ont manqué énormément de choses? Commençons par Nat. Ils sont complètement à côté de la plaque, non je plaisante. Comment dire, bien sûr, en fait, on a vraiment la structure d'un MMO classique. C'est vrai que moi, j'avoue que j'attendais ça depuis très longtemps. Je veux dire, vraiment cette vision du MMO. Et donc, on sentait déjà, il y a quelques années, que Chris Roberts s'inspirait des plus grands en termes de MMO, c'est-à-dire WoW, EVE Online, ce genre de choses-là, etc. Et aux grandes dames à l'époque de la communauté d'ailleurs, c'était pas les gens ils voulaient pas. Mais là oui, dans la structure, on retrouve vraiment ils vont faire des instances. Là, ils l'ont bien imprimé, ils l'ont bien martelé, donc il va faire les instances. Donc ça veut dire que c'est quand même assez intéressant pour les guildes, parce que du coup, ça veut dire que s'ils structurent ça un peu comme les MMO classiques, il y a des raids, ça demande des compétences, ça demande un roster particulier, et puis en même temps, les guildes ou les associations de guildes peuvent se retrouver entre elles, et puis voilà, donc là ça crée du gameplay, il y a du loot, ce genre de choses-là, etc. C'est un peu le nerf de la guerre aussi, quoi. Je veux dire, il faut aussi qu'il y ait des récompenses, et puis il y a les, il y a les world boss, donc il y a le theme park et le sandbox. C'est un peu le meilleur des deux mondes, un équilibre. Mais enfin, là, ils vont très très loin. Là, ils vont très très loin dans le. Il n'y a aucun MMO qui a été capable de faire ça jusqu'à présent au niveau où ils veulent aller, eux. Et Phoenix, le fait que ce soit instancié pour ces donjons, entre guillemets, c'est pas une déception? Pas nécessairement, parce que moi, je les ai trouvés plutôt bien intégrés, en fait. C'est que ça te permet d'avoir des boucles de gameplay qui actuellement pouvaient peut-être poser problème, ou avoir des espèces de ralentissements, de lacunes, ou du fait d'être vraiment dans l'univers persistant avec tout le monde qui interagit autour. Le fait d'avoir ces aspects instanciés vont peut-être permettre d'avoir un peu plus de stabilité. En tout cas, je vois ça plus à court terme par rapport à l'état actuel des serveurs. Je pense qu'actuellement, on a un bon visuel de ce que ça peut donner des serveurs qui rament. Mais pas forcément une déception. Et puis après, rien ne nous oblige en fait à les exploiter. Si ça ne nous convient pas, en fait, c'est pas une obligation. On va peut-être avoir des récompenses qui vont être vraiment très spécifiques à ce type de missions qui sont basées sur cet aspect instancié. Mais on pourra toujours, avec l'aspect commerce, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, bénéficier aussi de l'expérience des autres pour contrecarrer le fait qu'on n'ait pas envie spécialement de participer à ce type de donjon. Donc pas nécessairement une déception, plus je trouve une présentation logique un peu de ce qu'ils sont en mesure de faire et de comment ils l'ont fait. Donc plutôt agréablement surpris. J'avais pas d'attente là-dessus, mais agréablement surpris. Quelqu'un veut rebondir? Moi je veux bien. Moi j'aime bien l'histoire des contenus instanciés. Alors peut-être parce que je viens du monde du MMO un peu plus classique, mais moi je trouve ça très rassurant parce que ça permet de toucher une plus grosse population.
tout le monde n'est pas un fan de PVP. Là, on parle de contenu potentiellement PVE. Alors, en plus, on va toucher aux prémices de cette fonctionnalité via Pyro. Alors, ça sera un peu plus difficile d'accès et dans les conditions peut-être à affronter d'autres joueurs pour pouvoir y toucher. Mais moi, je trouve que ça va dans le bon sens parce que en fait, je trouve ça agréable de pouvoir se dire, je vais me faire un donjon avec mes potes. Il n'y a pas forcément de gros enjeux autres que ceux que je me fixe avec mon groupe. Et je pense que le sandbox sera déjà parfois assez compliqué à gérer dans certaines zones pour justement s'offrir ces petits moments de répit qui permettent, mine de rien, à voir comment ils l'intègrent, parce que c'est encore tôt pour dire, mais en termes de répute, enfin un sentiment de progression, quoi. C'est toujours ça qui permet de maintenir les groupes, c'est le sentiment de progression. Donc là-dessus, non, je suis assez hype. Ah, j'avoue que j'ai été surpris aussi, je m'y attendais pas. J'étais surpris tout simplement parce que je pensais qu'ils allaient tout faire sans instance, etc. Et je me suis dit, avoir des instances, ça va être un peu comme faire un donjon à WoW. C'est pas, voilà, si tu veux aller, tu auras porte, monstre, trésor, etc. C'est pas intéressant. Mais finalement, de la manière dont est gérée la chose par Seiji, ça met les choses en perspective en fait. Ils sont en train de faire quelque chose que d'autres n'ont pas fait, et j'ai le sentiment qu'ils vont être les premiers à le faire en fait. Ou aller dans une instance, ça va faire une mission avec des potes, avec des membres de la corpo, avec les gens autour de cette table en fait. Même partir en mission avec les gens autour de cette table, ça va être quelque chose de grandiose, je pense. Et c'est ça qui sera intéressant justement, c'est qu'on ira découvrir quelque chose, on partira à l'aventure, on découvrira quelque chose de nouveau, on aura des ennemis qui seront des PNJ, mais on est là pour ça, on aura du loot, et surtout on ne sera pas emmerdé par d'autres personnes qui seront autour pour venir nous piquer notre loot, venir nous tuer, ou faire péter notre vaisseau, ce genre de choses. Et finalement, c'est pas inintéressant, parce que dans certaines zones, ça va être vraiment la guerre. Et je me dis que les instances, finalement, c'est pas si mal. Et comme on l'a expériencé avec bon, même si actuellement ça marche pas trop, actuellement les hangars sont instanciés en jeu, et c'est quand même quelque chose d'agréable de pouvoir te retrouver dans ton hangar, de sortir ton vaisseau, de sortir tes véhicules terrestres, de les charger dans le vaisseau, de charger ta cargaison, de la décharger, de ranger ton vaisseau, de déconnecter dans ton hangar, de revenir, de ressortir ton vaisseau, de repartir à l'aventure, faire ta mission. Et ça permet à bout de jeu en fait voilà, ça fonctionne. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par le fait qu'il y ait des instances et qui vont commencer ça sur visiblement Area 18, de ce qu'ils en ont parlé. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dedans et qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir. Pietro, Chap, un petit mot pour conclure cette Oui, pas de séquence. souci. Moi, les instances, ça me plaît parce que ça me fait penser à des autres jeux. Le principe du donjon, tu fais ça avec une bande de potes, tu commences à vers 8h du soir et tu pars à l'aventure, à la découverte et tu dois réussir à découvrir les mécaniques pour passer les différentes salles, les différents boss, les stratégies et bon, t'es parti pour des bons délires durant plusieurs heures, quoi. Et à la fin, le truc important, c'est le loot, quoi. Le loot, on peut looter peut-être des choses qu'on pourrait pas avoir in-game normalement, et qui pourraient nous être très utiles, quoi. Et puis, ça nous permet aussi de changer notre gameplay habituel, quoi. Je vais prendre mon cas, nous on fait de l'industrie, eh ben, si on veut faire ça une fois pour nos membres, comme ça, on dit, ben, ce soir on fait une instance, un donjon, là, on va à la guerre, quoi. Et comme ça change le gameplay et on fait pas toujours la même chose et c'est pas rébarbatif. Voilà. Ouais, je rejoins là-dessus, c'est clair, vu qu'on a lui aussi avec sa corpo, plus accès industriel comme nous avec le transport, de temps en temps, ça pourra permettre des sessions où on peut changer d'air, quoi, une petite bouffée d'air frais, faire autre chose dans l'univers autre que l'Arena Commander, et je trouve ça très bien. Bien, nous allons conclure ce premier plateau. Merci à tous et on se retrouve tout de suite pour le deuxième volet de cette émission. Citizen Connection. Squadron 42 a enfin une date de sortie pour 2026. L'épopée prend enfin vie. Certainement l'un des plus grands moments de cette édition de la CitizenCon 2954. Dans cette partie, nous allons plonger dans l'analyse approfondie de la nouvelle heure de gameplay de Squadron 42 dévoilée à cette occasion.
comprenant les séquences de combat et les performances d'acteurs comme Henry Cavill et Gillian Anderson. Nous discuterons de l'immersion narrative et des interactions avec les personnages. Nous prendrons en compte les attentes des joueurs en évaluant leur réaction par rapport à la technologie, au graphisme et au gameplay, surtout avec un retard de 8 ans sur le calendrier original. Alors, écoutez, première question toute simple, banale. Quelles sont vos premières impressions sur l'heure de gameplay que l'on a pu voir donc à cette CitizenCon de 1954? Pietro, tu étais dans la salle. Comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, je me suis mangé une claque, voilà, c'est ça, une claque de Robert. Il m'a mis des paillettes dans les yeux. J'ai qu'une chose à faire, quand le jeu sortira, c'est l'acheter, voilà. Parce que j'étais emballé par la performance des acteurs, Henry Cavill, Gillian Anderson, l'amiral qui joue le rôle, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'est François, quoi. Gary Oldman. Gary Oldman, voilà, c'est une claque, les vendoules, les cinématiques. Dans l'ensemble, c'était quelque chose d'extraordinaire et vivement que le jeu sorte pour pouvoir l'acheter et jouer. J'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir acheté Squadron 42 quand j'ai acheté mon premier starter pack avec le jeu, quoi, parce qu'ils vendaient les deux pour un peu plus cher, mais je ne les ai pas achetés, quoi. J'ai fait une boulette, quoi. C'est mon seul regret, c'est ça. Rien n'est définitif. Adrien, toi aussi, tu étais dans la salle. Partage-nous un petit peu tes impressions vécues de l'intérieur. En fait, nous, on était au cinéma. En fait, on était dans un immense hangar sombre avec presque pas de lumière, un écran géant et la foule qui hurlait gentiment. Donc, non, c'était très agréable à voir. Néanmoins, je reste un peu sur ma faim, en fait. C'est-à-dire que c'était très impressionnant, c'était très hollywoodien, c'était très bien écrit. On est, comment dire, absorbé par le personnage, on a envie d'en savoir plus. Mais justement, on a envie d'en savoir plus. On n'a pas vu de gameplay de vaisseau, en fait. On n'a pas vu le mec piloter. On a vu des phases de shooter qui sont somme toute qui matchent, hein, qui remplissent le deal, mais rien non plus d'extrêmement nouveau, novateur. C'est dans les standards, j'ai envie de dire. Donc en fait, je pense que ça sera probablement un bon jeu, mais je m'interroge vraiment sur la suite. On sait pas grand-chose en fait, hein. On sait que ça sera un chapitre. On sait à peu près le nombre d'heures que ça va représenter, entre 20 et 30, je crois. Et si si sur ces 20-30, finalement, la moitié c'est de la cinématique, déjà, ça réduit un peu la durée de vie. Donc, j'ai été hypé, mais je reste quand même un petit peu sur ma faim. Alors, oui, ok. Maintenant, c'est peut-être la première fois, Fini, qu'on voit quand même, on va dire, un tutoriel, un engagement dans une aventure vidéoludique qui commence par une bataille aussi démentielle que celle-là, et où on est capable de faire des transitions de la partie cinématique à la partie jeu réel aussi fluide. Pour moi, c'est une découverte. Pour toi, tu l'as ressenti comment, toi? C'est simple, je l'ai déjà regardé 3 fois. Perso, je me suis refait la séquence 3 fois. Vraiment, comme tous mes collègues vont dire, c'est vraiment une claque niveau visuel, les effets graphismes. On comprend en fait que cet engagement-là, cette volonté, ces objectifs, les atteindre il y a 8 ans, c'est juste impossible technologiquement parlant, je pense. Ou en tout cas, on aurait eu un jeu qui aurait été beaucoup moins prenant, beaucoup moins immersif, en tout cas du point de vue visuel et qualitatif. Après, je peux comprendre aussi mes collègues qui disent qu'on n'a pas vu beaucoup de gameplay, beaucoup de cinématiques. Je sais que c'était un ressenti de pas mal de joueurs de la communauté. Moi, personnellement, ça m'a pas si choqué que ça, dans le sens où c'est un peu comme sur une série, en fait. Là, on est sur un premier chapitre, il y en a, je sais plus combien exactement. Je crois que j'avais entendu entre 30 et 40 heures à peu près sur la globalité, donc on va dire une trentaine quasiment de sûr, avec toutes les quêtes annexes et autres. Le chapitre 1, il est vraiment là pour poser les bases, en fait. Donc j'espère quand même qu'il y aura un peu moins de cinématiques, on va être un peu plus dans le rôle du joueur, plus que spectateur sur le reste du jeu, parce que ça reste un jeu, hein. Mais je pense que vraiment ce chapitre-là est là pour poser les bases, poser le contexte, et vraiment ça donne envie d'y jouer, quoi. Ça donne juste envie d'y jouer, d'être nous-mêmes notre propre acteur dans cette bataille spatiale, et d'attendre de voir un peu ce que ça va donner, puisque là on a vu vraiment le contexte aussi avec une grosse flotte et la guerre contre les Vendouls.
Or, ce qu'on a pu voir sur le teaser, par exemple, enfin, l'espèce de teaser qui nous a sorti à la convention précédente, c'est que on a aussi des conflits avec des pirates, donc face à des humains. Donc, on sait que le gameplay, le jeu sera beaucoup plus profond qu'il ne l'est actuellement. Et ouais, non, ça annonce du bon. Ça annonce du bon. Toi, Chep, tu avais des grandes attentes par rapport à Squadron 42. Tu savais que depuis l'année dernière qu'on était en phase de polish. Là, tu as vu tes premières images. Tu as été rassuré ou au contraire, bah non, tu es un peu déçu. T'en attendais quand même un peu plus. Peut-être la seule petite déception que je pourrais avoir comme ça, c'est le fait que ce soit en plusieurs chapitres et puis qu'on n'ait pas un gros jeu qui sort comme ça direct. C'est mon avis. Après, je rejoins Phoenix sur ce qu'il a dit. Le gameplay qu'on a vu était juste incroyable. C'était une claque, hein. Moi aussi, je l'ai regardé en tout cas 2 fois, 3 pas encore. Ça va venir, je pense. Mais ouais, je pense que on n'a pas trop de soucis à se faire et puis que comme il l'a dit, ça va être là pour poser les bases et je suis assez d'accord avec ça. Malgré le fait que oui, je pense qu'il y aura beaucoup de cinématiques, mais je pense pas que ce soit un très très gros problème. Si c'est pour en prendre plein les mirettes, ça vaut la peine. Alors, Nat, moi, c'est sur le côté technique que mes questions vont se poser. D'après toi, est-ce qu'on est vraiment dans les standards actuels des AAA tels qu'on les conçoit au jour d'aujourd'hui? Et puis en fait, sous-entendu, est-ce que ça valait vraiment ces 8 ans d'attente, en fait? Carrément, ouais. Parce que bon, je trouve qu'actuellement dans les jeux, enfin la difficulté dans les jeux, c'est le narratif souvent. Je trouve que le narratif, des fois, je veux pas citer de boîtes qui ont des difficultés en ce moment, mais bon, il y a des comment dire, il y a des jeux où vraiment le narratif est déplorable, on s'ennuie. Enfin bon, bref, parce qu'on est quand même des adultes, quoi. On n'est pas des enfants, donc et encore que les enfants aussi sont difficiles. Donc je trouve que le narratif, le charisme des personnages, je trouve que le rendu est extra. C'est vraiment en plus, il y a toute l'expérience derrière aussi quand même de Chris Roberts dans le monde d'Hollywood, où il a vécu assez longtemps, il a fait des films, il était producteur, il a fait de la réa. Bon, il y a des films qui sont pas terribles, mais il y a des films qui sont quand même très bons. Et je trouve que là, il y a toute cette voilà, tout le melting pot de connaissances, etc., que tu ressens. En plus, après les acteurs, je veux dire, bon, quand même, c'est pas des nains, quoi, les mecs, hein. Ça fait quand même quelques années qu'ils font des trucs super. Et je trouve que le rendu est super. Moi, je trouve vraiment que voilà, techniquement, c'est magnifique. Bon, il y a voilà, il y a des moments, ça me pensait un peu à la bataille de Midway. Enfin, je vois, il y a certains passages, enfin, je trouve vraiment en particulier quand justement le Squadron 42 arrive. Pour ce qui est des cinématiques, il faut savoir que dans le crowdfunding de base, la cinématique de départ, c'est quelque chose qui était prévu dans le projet, ça. C'est pas, ils n'ont pas fait ça comme ça par hasard. C'est vraiment, c'était prévu dans le projet, dans le contrat. C'était prévu dans le contrat. Ensuite, en 2017, il y a eu un vertical slice de à peu près plus d'une heure de jeu. Je veux dire, bon, c'était pas des cinématiques, hein. Pendant 1 heure, ils jouent, les gars. Donc on les voit, ils volent, ils font du combat, ils font du FPS, ils descendent, etc., etc. Par contre, le rendu est pas le même, hein. Là, le rendu du jeu, il est voilà. Bon, vous avez compris, je suis assez enthousiaste, comme mes collègues. Voilà. Mais du coup, et là c'est une réponse collégiale, d'après vous, est-ce que Squadron 42 a encore des défis à surmonter d'ici 2026 ou est-ce qu'on est quand même arrivé à un standard et donc ça peut fonctionner? Et puis la grande question au bout, c'est est-ce que vous pensez que Squadron 42, du fait de ce que l'on a vu là, peut tenir toutes les promesses au moment de sa sortie? Faut qu'il tienne sa promesse de sortie déjà. 2026, c'est ce qui a été annoncé. Les plus vieux se souviendront du Answer the Call 2016. Donc, on a vu un chouette gameplay. Mais ceux qui ont suivi le live, et ça, c'est pas retranscrit, je trouve, dans le clip YouTube qu'ils ont remonté derrière, c'est les crashs. Le jeu qu'on a eu dans les mains là, en fait, a crashé à 2 occasions, une en jeu, une en cinématique, et il y a eu quelques bugs, notamment sur la dernière partie où on voyait Gillian qui avait plus de flingue ou qui tirait dans le vent, etc. Enfin bon, il y avait quelques bugs, et en fait, se pose la question de est-ce qu'ils vont vraiment tenir ces 2 ans-là? En vrai, j'espère, ou peut-être moins de 2 ans d'ailleurs, parce que 2026 c'est une année, mais on ne sait pas si ça va être au début, au milieu ou à la fin de l'année 2026. Là, il faut vraiment qu'ils tiennent l'engagement de la date. J'espère que s'ils ont pris le risque de dire 2026, c'est parce qu'ils sont plus que confiants dans cette date. Mais là, on est arrivé à un point où je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient reculer par rapport à ce délai. Donc j'espère qu'ils sont vraiment, comme ils disent, en phase de
polishing et que tout le reste est pacté. En tout cas, tout ce qui est scénar et mocap, etc. Et que tout le reste, ça va être justement bosser à ce que le jour J, ça soit livré aux joueurs dans un état. Alors, on sait aujourd'hui que de toute façon, quel que soit le jeu, le jour où il est mis en ligne, il va y avoir des patchs correctifs, il y a des bugs, il y a des machines sur lesquelles ça marche pas, il y a de l'optimisation qui est parfois un peu aux fraises, etc. Et ça, malheureusement, c'est le marché qui veut ça, donc on fait avec. Mais il faut que ça soit quand même dans un état jouable pour le plus grand nombre. Donc moi, c'est là-dessus où, pour qu'il puisse remplir ses promesses, il faut qu'il tienne celui de la date, parce que pour la première fois, ça va dire que SC a tenu une date. Et ça envoie plutôt un bon signal. Ouais, c'est plutôt ça que je voulais dire. Je pense qu'ils ont pas trop le choix aussi de tenir leurs engagements là-dessus, parce que on le sait, la volonté première de Chris Roberts avant même SC, c'était de sortir la campagne solo de Squadron 42. Ça va vraiment être la vitrine en fait du potentiel de la maison de développement en fait. À mon sens, il faut que Squadron soit une réussite, et c'est pour ça qu'ils prennent aussi 2 ans de plus. Beaucoup attendaient une date plus tôt, je pense. Genre, beaucoup se basaient sur 2025 pour une sortie de cette campagne solo. Mais j'espère que la prise de position sur une sortie 2026 avec une annonce de date prévoit déjà qu'ils puissent eux se garder une marge entre, comme le disait Brengen, entre le début d'année et le fin d'année, pour se garder un peu de manœuvre au cas où ils se rendent compte qu'il y a certains aspects qui sont encore à peaufiner pour sortir le jeu le plus qualitatif possible. Et je pense que leurs objectifs sont tenus, ne serait-ce que par aussi il y a le cachet qui les a fait venir, mais on voit aussi l'engouement des acteurs qui ont participé. On a vu Marc Hamill aussi mettre des posts sur Squadron 42, comme quoi il a qu'une hâte que ça sorte. Et ça se ressent. Et puis même dans les cinématiques qu'on a vues, comparé à d'autres jeux, dont pareil, on taira le nom des maisons d'édition. Mais le fait d'avoir des acteurs avec une aussi grande renommée et surtout un aussi grand talent fait que le jeu n'a pas le même ressenti que ce qu'on pourrait avoir avec d'autres acteurs. Donc je pense que vraiment, à mon sens, il tiendra ses promesses. Maintenant, reste plus qu'à espérer que la date ne décale pas plus. C'est les craintes qu'on a tous, je pense. Mais je sais pas vous, moi ce qui m'a hypé le plus en fait, alors hypé à l'avenir, c'est justement tout le trailer de fin. C'est-à-dire que on savait le cadre, on savait la bataille, etc. Même si c'était grandiose, notamment la partie Squadron 42 à la fin, la première fois qu'on le voit sur la carlingue du Hornet, etc. Et la baston qui s'en sort, voir les vendules, c'était il y a la langue autour d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'on voyait ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais le trailer à la fin qui annonce la suite avec l'Idris, avec Marc Hamill, avec les environnements dans lesquels le joueur évolue, c'est ça qui a tendance à me rassurer en fait. C'est parce qu'on voit que c'est déjà, ils ont déjà poussé le truc loin, quoi. Et puis moi, le fait que ce soit en 2026, ça leur permettra de résoudre les petits bugs qu'on a déjà eu. Petits bugs qui, je pense, étaient plutôt dus au PC qu'ils avaient sur scène, plus que ce qu'il a enregistré sur son propre ordi. Ça doit pas être les mêmes bécanes du tout. Mais j'ai été ultra hypé par Squadron 42, malgré les bugs. Et les bugs, c'est pour dire aussi on est en phase de polish. Voilà pourquoi on est en phase de polish, les gars. On a encore 2 ans à attendre, il y a encore des bugs au début. Et ça, c'est que le tutoriel, les gars. C'est tu cliques sur jouer, c'est les premiers trucs que tu fais, t'as déjà 3 crashs. T'as les 2 premiers qui ont été cités par Man, mais t'en as aussi un 3e sur la fin où t'as pas vu correctement le défilé de ce qui s'est passé à la fin. C'est-à-dire que tu peux même avoir des choix. Sur la fin, tu peux choisir soit t'embarques le personnage de Gillian Anderson, soit tu le laisses sur place. Ça, sur scène, ça y est, c'est pas passé ça. Ce qui a été filmé après, quand ils ont refilmé le truc et qu'ils l'ont enregistré, moi je l'ai mis en favori, j'en suis déjà ma 4e fois de review, donc bon. Non, j'ai beaucoup d'espoir et 2 ans, je pense que j'espère. J'espère aussi parce qu'on n'est pas sûr de s'ils vont tenir leur engagement. On est de vieux joueurs ici présents pour la plupart et on sait tous que des fois on peut avoir de mauvaises surprises avec CIG, mais j'espère qu'ils vont nous sortir ça et quand ça va sortir, ça va être une claque. Mais pas d'autres jeux qui présentent un tel casting. C'est la 8e date qu'ils annoncent la sortie de Squadron 42. Il y a eu une rétrospective, on a regardé toutes les dates. Il y en avait 7, là c'est la 8e. 8e date de sortie. Honnêtement, ils nous le repoussent à 2027. Je l'aurais pas
Parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose comme d'autres jeux qui sont sortis et qui étaient lamentables à leur sortie, hein, et qui ont eu une mauvaise répute après. Tout à fait. Ben, pour moi, il ne devrait pas se louper non plus sur la sortie parce que ce sera un tel engouement que beaucoup de nouveaux joueurs vont venir se greffer à l'univers de Star Citizen pour jouer d'abord à Squadron 42 et après ça va apporter une plus-value pour le jeu en lui-même, pour Star Citizen, quoi, plus de joueurs et ça aura un plus grand impact pour le portefeuille de Robert aussi et qu'on espère qu'on aura peut-être Star Citizen la version finale rapidement aussi, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il se rate en 2026, quoi. Ou peut-être, comme dit Iria, en 2027. Pour mieux reporter peut-être d'un an si y a des petits bugs encore. Là-dessus, je pense pas qu'on. Enfin, après, on est sur de l'ordre de l'espoir. Là. C'est clairement, avec les 8 dates, comme tu disais, Nat, qu'on a eu avant, on est sur de l'ordre de l'espoir. Mais je pense pas qu'on aurait de dates repoussées, puisque contrairement à d'autres jeux qui vont avoir des investisseurs derrière, qui eux ont fixé une date, parce qu'à un moment donné, par rapport aux autres investissements, bah, là, il va y avoir un trou, ils vont plus rentrer d'argent. Bah, là, les développeurs vont recevoir une date butoir sur laquelle ils doivent sortir leur jeu. Là, on n'est pas dans ce cas présent-là, si ce n'est la communauté qui commence à râler. Il y a toujours les détracteurs derrière qui vont critiquer le projet et autres. Ça a toujours existé pour peu importe la boîte qui crée le jeu. Mais là, en l'occurrence, c'est eux qui fixent un planning selon leur avancée et rien d'autre. Donc, je pense que s'ils annoncent 2026, c'est qu'ils ont confiance là-dedans et ils savent qu'avec les dates qu'ils ont annoncées avant, qu'ils peuvent pas non plus se louper indéfiniment en fait. Là, Chris Roberts l'a déjà dit à cette convention et à la convention précédente, ils arrêtent de donner des dates ils se font taper dessus à chaque fois, à juste titre. Et là, faut espérer que voilà, ils ont conscience de tout ça, des attentes qu'il y a derrière, et que si ils annoncent 2026, c'est que eux-mêmes ils ont confiance dans une sortie à cette date-là. Merci pour vos interventions. Tout de suite, passons au troisième plateau. Citizen Connection. Pour ce dernier plateau, nous arrivons maintenant également à un temps fort de cette édition de 1954 de la CitizenCon. La sortie annoncée de Star Citizen 1.0, un véritable tournant pour ce jeu, cette version est sur toutes les lèvres. Nous allons plonger dans les nouvelles fonctionnalités, comme la construction de bases et de stations spatiales, ainsi que l'expansion de l'univers avec ses 5 systèmes et ses 19 planètes à explorer. Nous verrons également la technologie de maillage de serveurs qui promet une expérience multijoueur plus fluide et immersive. Enfin, nous nous poserons la question de savoir si cette Star Citizen 1.0 est à la hauteur générale de nos attentes et si surtout, comparé à la promesse de CIG au moment du Quick Starter, eh bien, les résultats sont au rendez-vous. Alors messieurs, quelle fonctionnalité de la version 1.0 de Star Citizen attendez-vous avec le plus d'impatience ? Le plus de reset. Pardon. Vas-y Pietro, je t'en prie. Merci. Pour moi, c'est le base building. Enfin, on aura un but. Le fait qu'une compagnie comme la mienne, Monorga, qui fait l'industriel, on va aller gratter des cailloux ou faire du salvage. Et on aura un but avec nos matières premières qu'on va récupérer. On pourra créer quelque chose avec. On pourra plus simplement vendre ce qu'on a raffiné, ce qu'on a salvagé. Enfin, on aura quelque chose à faire, quoi. De faire le base building et avoir enfin ta base sur une planète. Avoir ton quartier général, je dirais même. Ton chez-toi, in-game, quoi. À moduler comme tu veux toi et à protéger et ainsi de suite, quoi. Et voilà, ça m'a hypé beaucoup le gameplay, le base building et aussi la partie où on a vu le ver des sables. Quand on voit ce machin-là qui fait 300 mètres, c'est pas avec 5 ou 6 personnes que tu vas pouvoir peut-être anéantir ce bestiau-là, quoi. Il va falloir s'allier avec plusieurs joueurs ou plusieurs petites corpos pour arriver à nos fins, quoi. Alors moi je vais rebondir sur ce que tu as dit. Alors je pense que le base building quand même on va l'avoir à la 4.0 hein, mais bon. Après je sais pas si les autres sont d'accord avec ça. Ils me diront si t'es sûr Iria 4.0 Non, tu te trompes. Ah, ils l'ont quand même annoncé, non? Ils n'ont pas dit que ce serait pour la 4.0. Non, 12 à 18 mois, j'espère que la 4.0 va sortir. Non, je pense sur une version 4.3, 4.4, 4.5, oui, mais 4.0, j'ai jamais vu ça. Oui, mais ce
ce sera pas la 1.0. Parce que Oui, là, c'est on avant la parle des Ah fonctionnalités oui, bien Là, sûr, on parle oui, des pardon. fonctionnalités de la 1.0. Oui, oui, bien Pour sûr. moi, oui, tout à fait. une des fonctionnalités qui est intéressante de la 1.0, dont ils ont parlé, c'est pas de reset. Ça, par contre, ça c'est bien ça. Oui, Alors, ça, oui. il y a tellement d'autres trucs. Qu'est-ce qu'ils ont dit tu vas avoir ils vont mettre en place une histoire, c'est-à-dire que tu vas avoir une histoire enfin, tu vas avoir un fil conducteur à suivre, une ligne rouge qui va te permettre des missions qui vont te permettre de débloquer le statut de citoyen aussi. Donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est ce qui te permettra justement de pouvoir acheter des morceaux de terrain dans l'UE et qui vont te permettre justement de pouvoir utiliser le base building pour construire ta propre maison, ta propre base, ta base d'orgue, et plus tard de monter dans l'espace pour aller construire ta station spatiale. Ça, justement, c'est ce qui est très intéressant, et c'est le fait d'avoir la citoyenneté qui permet ça quand même. Donc, faudra pas l'oublier, faudra aller faire une mission pour obtenir la citoyenneté, parce que la différence, elle est quand même là entre le simple citoyen qui fait pas les missions et qui va juste faire du minage comme ça pour gagner son pain, et les personnes qui ont accompli des choses dans le jeu, qui sont des citoyens reconnus par l'Empire, justement, pour faire des choses dans l'Empire. En fait, on a encore beaucoup de questions qui restent en suspens sur la manière dont tout ça va être géré. Mais force est de constater que pour la première fois, on a enfin une vision de lancement. On aura toujours de la supposition, et je pense qu'on pourra débattre là-dessus sur ce qui viendra pas. Mais force est de constater que pour la première fois aussi, on a le scope. On a les planètes, on a les grandes missions, on a les réputes, on connaît le scope des vaisseaux principaux et des professions qui vont aller autour, et on a des objectifs à différentes échelles. On a des objectifs pour les solos, pour les petits groupes, pour les moyens groupes, pour les très gros groupes, et après, à voir ce que chacun voudra tenter en fonction de ce qu'il se sent capable de faire, de ce qu'il est capable de faire et du groupe dans lequel il est. Mais au moins, là, on peut commencer en tout cas à se dire voilà ce vers quoi je veux tendre, parce que je sais que cette fonctionnalité arrivera pour la 1.0, et ça c'est quand même très nouveau et très agréable, en tout cas rafraîchissant, je trouve, pour ma part. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'ils ont touché, en fait, nous on l'a imaginé pendant longtemps, dans le début du projet surtout, les gens étaient contre. Ils ont montré vraiment le endgame des grosses guildes en fait. Et ça, qu'ils ont fait comprendre qu'il fallait s'unir, etc. Alors moi, dans l'état là, dans ce qu'ils présentent, il y a quand même il y a quand même un changement de direction, dans le sens où les bases, comment dirais-je, qui sont en orbite là. Si le serveur meshing, en fait, le problème c'est la technicité. Si le serveur meshing permet, dans une même zone, à au moins 500 ou 600 personnes de se rassembler, de mettre des vaisseaux, de mettre des navires, de faire ce genre de choses-là, etc. Et a priori, le meshing dynamique, il pourra le faire. Mais bon, pour l'instant, c'est de la... attention, on ne sait pas. En tout cas, c'est leur projet, parce que vu la taille des bases, etc., ça veut dire que s'il n'y a que 5 planètes, et que 2, où c'est une zone de non-droit, des nuls secs, comme on dit dans Evenline, il se peut très bien que des zones vont complètement être, sous l'emprise de certaines guildes. Parce qu'il y a des guildes qui sont monstrueuses, il y a des guildes américaines, ils sont 14 000. Alors, je dis pas qu'on va être 14 000 au même endroit, ça me paraît complètement improbable. Mais ne serait-ce que si ils font plusieurs bases autour de la planète, ils vont pouvoir créer des blocus monstrueux. Même si c'est si grand que ça, finalement, c'est pas si grand. Parce que les points de convergence, il y en aura beaucoup. Les zones où il y aura, des minerais précieux, où il y aura des bases construites, etc. Enfin, voilà, donc il y a quand même cette notion-là. Il y a la notion des boucliers aussi, où il faut gagner des tokens toutes les semaines. Donc ça va être la guerre pour avoir la main mise sur le système SEAL. Ça aussi, ils ont créé ça. Ça va être violent l'ambiance des bases là. Donc c'est les gros. Enfin, le sentiment c'est qu'ils ont présenté ça, mais à mon avis ils ont hâte de tester pour voir ce qui va se passer, parce que là. Alors justement, moi ça me donne envie de rebondir. Est-ce que avec ce qui est proposé, les joueurs auront un accès équitable au endgame du coup? Non. Non, du coup non. Non, mais Non, parce que le endgame ça va sandbox. dépendre de ta taille.
le head game sandbox. En fait, là, c'est comme disait tout à l'heure, je sais plus, c'est Bren qui disait ça, je sais plus. En fait, ça nous oblige à nous regrouper, hein, ces filiations, etc. C'est-à-dire que les petites guildes, une guilde de 100 personnes, bon, c'était pas. Il va falloir calibrer la taille des guildes. Et en fait, ça, pour l'instant, on sait pas encore trop. Je vois que par exemple, d'Ambo, pour faire des raids, quand on faisait des raids, on raidait tous les soirs pour aller machin. Il fallait 140 personnes. C'était des raids 40, il fallait être 140 à peu près pour avoir un raid tous les soirs qui gimblait. Bon, bah, le quiz de comment on fonctionne sur des trucs pareils, parce que c'est quand même. C'est monstrueux. C'est monstrueux le endgame, hein. C'est énorme. Je veux dire, c'est vraiment un Bengale carrément, une zone industrielle gigantesque. Alors ce endgame bac à sable, ouais, heureusement d'un côté qu'il y a les instances, parce que ceux qui sont moins fortunés pourront faire des instances pour looter un peu. Mais moi, je trouve ça intéressant qu'on puisse pas toucher à tous. Excuse-moi, Nathaniel, mais en fait, ça va de soi. En fait, alors je sais pas par rapport à mes collègues ici présents, mais on n'a pas tous le même temps de jeu et pas tous les mêmes aspirations. Moi, la seule chose que je peux souhaiter au corpo, c'est d'arriver à se fixer un objectif qu'elles pensent pouvoir atteindre et pas d'être largement au-dessus en termes d'ambition et qu'en fait, en réalité, elles peuvent pas suivre. C'est là où ça risque de casser des groupes entiers. Non mais ouais, c'est pas ce que je voulais dire, Bren. Moi, ce que je disais là avant, en fait, c'était mon questionnement, c'était de savoir si ça n'allait pas, comment dire, complètement, les grandes guildes allaient pas justement verrouiller une partie du gameplay dans les zones nullsec. Non, comme moi, ça se fait dans Eve moi je Online. pense que non. Moi je pense que non parce que les serveurs de toute façon seront limités en présence. Même si tu as des serveurs où tu pourras aller à 600. Bon, déjà ils seront pas sur nos. Ça va dépendre de la région, de où c'est qu'ils vont aller. Et 14 000 personnes, sur 14 000 personnes, tu vas avoir que 600 personnes qui vont pouvoir se connecter sur un serveur. De plus, les 600 personnes, quand ils vont arriver sur le serveur, oui, mais ils seront que les 600 de la guilde, que les 600 de la corpo. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils aient un serveur tout seul? Nous, on va aller ailleurs, de toute façon, on va faire notre jeu là où ils y seront pas. Vu que de toute façon, au niveau procédural, la génération des serveurs et des régions, on pourra en changer. Donc, ouais, mais vu que l'économie est interconnectée, vu qu'il y a seulement 5 systèmes, je dis pas après, quand il y aura 150 systèmes, bon, après tout, bon là, il y aura de la place, on parlait des systèmes secrets, etc., etc. Mais au début, parce que là, on parle de la 1-0. Je veux dire, tu vois le délire. Voilà, il faut qu'ils aient récupéré les ressources, il faut qu'ils se soient positionnés à un endroit où ils peuvent bloquer des gens, sachant que il y a quand même les PNJ derrière. Alors, là, ils nous ont parlé du endgame avec. Ça, c'est un autre débat, les PNJ. Mais justement, ils en ont pas parlé parce que les endroits en nullsec, comme on dit, sans sécurité, c'est-à-dire les plus là où c'est le Far West, comme Pyro par exemple, où tu as quand même un système de préservation où c'est des factions qui vont venir t'aider pour la défense. Il y aura quand même une sécurité quelque part si t'es de la bonne faction. Et si t'es de la même faction que les personnes qui sont à côté de toi, elles vont pas te mettre dans des bâtons dans les roues en fait. Donc du coup, tu vas t'unir avec les gens d'une même faction pour te battre contre une autre faction ennemie ou une guilde ennemie en fait. Ce qui va se passer avec les guildes criminelles et les guildes de mercenaires. En fait. Donc du coup, je pense pas qu'un système sera bloqué comme c'est possible en faire sur Eve Online par exemple. Pas un système, mais simplement une zone. Ou une zone. Si les mecs se mettent à faire des blocus, imagine par exemple, regarde, on prend le jeu à l'heure actuelle. Tu sais qu'à SMO 18 sur Microtech, il y a de l'or. Et qu'il y a un autre endroit, c'est sur Démarre. Donc en fait, c'est les points de convergence. C'est toujours ça, les histoires. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Hein, il y a des ressources. Donc, tu peux, à la période où on pouvait faire du commerce à peu près normalement, les mecs allaient acheter sur SMO 18 ou SMO 22 pour la route du Beryl, ils allaient acheter leur cam. Qu'est-ce que faisaient les mecs? Ils venaient avec leur petit mantis, ils t'attendaient, puisque l'atmosphère de Microtech est, comment dirais-je, est assez longue, ils ont le temps de t'empêcher de sauter. Après, ils te tirent dessus, tu te casses la gueule, ils ramassent ta marchandise. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà, le blocus, il est fait. Il n'y a pas besoin d'avoir 1500 planètes, il n'y a pas besoin... C'est le point de convergence. Tu vois, c'est ça, dans mon idée, c'est ça le truc. Bon, maintenant, peut-être que je me trompe, évidemment. Je spécule, hein, je ne fais que spéculer. Non, puisque c'est déjà possible à l'heure actuelle de faire ça. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'à une autre échelle, si tu veux, la question que je me pose, c'est... voilà, c'est les grosses guildes anglo-saxonnes vont venir se pointer, peut-être qu'ils vont, je sais pas, hein, peut-être qu'ils vont, comment dire, juguler le système. Mais je pense qu'au début, ça va être la fiesta, hein, ça va être quelque chose. D'où l'importance des alliances, hein, c'est pas pour rien qu'on fait des alliances.
Après, c'est sûr que le joueur solo, il va avoir des problèmes, mais bon, on va compter sur. Ah bah solo là, oui. Et Shepard, pareil, ou même Pietro d'ailleurs, vous avez vous des petites organisations pour le moment. On en a déjà un petit peu parlé dans le premier plateau, mais du coup 7.10 et les problématiques que Nat et Iria exposent, vous sentez inquiet, concerné par ça, ou c'est quoi votre vision à vous? Moi, je me sens inquiet, mais bon, je le prends avec des pincettes parce que on ne sait pas comment on va devoir faire demain pour, comme a dit Nathaniel, exemple, si on va sur SMO 18, on va acheter de la cargaison, voilà. Si on tombe contre des guides américaines ou bien anglo ou même du côté asiatique, on va se faire poutrer en moins de 2 secondes, quoi. C'est pour ça que moi, je vois qu'on va devoir trouver des alliances et un système de libre-échange. Écoute, moi j'achète de la ressource, tu sais me protéger et je te file une partie de la ressource, quoi. On fait comme ça. Mais voilà, quoi, on va devoir s'allier pour pouvoir pallier à ces guildes-là. En gros, il faut que la force du nombre soit égale aux autres guildes, quoi. Mais Shep, par exemple, toi, ça t'apporte pas une forme de frustration de te dire que ce endgame, finalement, est quasiment, au jour d'aujourd'hui, inaccessible pour ta corporation? Absolument pas, parce que ça force le monde à jouer ensemble, et je trouvais ça logique de la part de CIG de prendre une direction, de prendre cette direction-là, parce que si tu fais en sorte que le endgame tel qu'il a été posé pendant la CitizenCon est accessible à tout le monde, ça va quand même être le Bronx, quoi. À mon humble avis, c'est très bien que ça force les organisations à travailler ensemble, à s'allier pour pouvoir arriver à cet endgame-là, et pas qu'une petite orga de 15-20 personnes y arrive. Ce serait pas juste en soi. Du coup, ce serait pas bien balancé. Et si tout le monde y a accès, au final, je sais pas si c'est une bonne chose, quoi, vraiment. Après, je pense qu'il faut aussi distinguer Endgame, comme là on l'a évoqué, avec la création de base, la création de base spatiale, avec la construction d'un Bengal ou autre. Je peux balancer une question comme ça à l'Assemblée, hein, mais actuellement, qui a la nécessité et qui aurait les capacités de gérer un Bengal entre nous? Je pense que peu de personnes, en vrai, ont actuellement ces moyens-là, ou alors pour même certaines très grosses guildes, hein, ça va être une guilde complète pour faire tourner un seul vaisseau. Sachant que derrière, ça va créer des frustrations parce que beaucoup veulent piloter, beaucoup veulent pas être dans un vaisseau de combat, etc. Je pense que cet endgame-là, comme on l'entend, va être vraiment concentré, va être vraiment ciblé pour des grosses méga corpos, voire des grosses alliances, hein, qui en ressentiront le besoin. Derrière, en fait, ils l'ont bien précisé, comme quoi il va y avoir des endgames très particuliers qui vont être largement adaptés en fait à des petites guildes dans des domaines très précis. Je pense notamment au craft. Ils l'ont dit, hein, il y a les blueprints, on en aura plus d'un millier, ce qui vont nous offrir une possibilité, un panel de construction qui va être extrêmement varié, avec derrière la recherche associée qui va nous permettre de construire ces mêmes composants ou ces mêmes matériaux, on va dire, de manière plus qualitative. Et ça, derrière, même des petites guildes, qui au final seront peut-être 5, vont pouvoir se faire une renommée parce que ce sera quasiment les seuls dans le système à être en capacité de construire tel ou tel composant, qui va être beaucoup plus performant et qui va être très recherché. Et ça, je pense qu'il faut bien le garder à l'esprit, c'est que ils nous ont montré le endgame avec les stations, les gros vaisseaux à craft, etc., qui font rêver, mais il faut garder aussi les pieds sur terre et rester à notre échelle, dans le sens où on a des corporations de taille petite, voire correcte, on va dire. À nous, tous ensemble, on aura plus de capacité, mais derrière, c'est pas parce qu'on fait des alliances où on réussit à réunir plusieurs centaines de personnes qu'on sera en capacité de faire ce que d'autres grosses méga corpos pourront faire. Donc faut rester humble, entre guillemets, avec nos capacités, toujours garder dans le viseur des objectifs qui sont définis selon ce qu'on souhaite faire et ce qu'on sera en mesure de faire, que ce soit seul ou accompagné. Et je pense que derrière, cet endgame-là va varier grandement en fonction de tout cet aspect-là, qu'il faut vraiment garder en tête à mon sens. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je m'excuse, je rebondis parce que c'est très juste. Mais ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que là, pour l'instant, ils nous ont fait une perspective. Bon, très bien, ils ont parlé pour les grosses guildes de ce fameux endgame, etc. Mais encore faut-il que ce fameux endgame ait un sens. Effectivement, comme tu dis, est-ce que ça fait un sens d'avoir un Bengal? Pourquoi avoir un Bengal? Je veux dire, vraiment,
Voilà, et ça pour l'instant c'est pas très clair, hein. Je veux dire on sait pas trop, etc. Et le calibrage des guildes, il viendra quand on aura quand même on aura une idée un peu de ce qu'on peut faire dans le jeu, dans les vieux MMO. Tu te sortais du boulot, tu faisais un petit raid avec tes potes, tu faisais un groupe de 5, tu allais jouer. Après, tu voulais aller plus loin, c'était un groupe de 10, mais ça te prenait 2 heures au lieu d'1 heure. Et puis après, tu avais les raids 25, c'était une soirée. Et puis après, tu avais les raids 40, ça durait une semaine, que tu répartissais, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas quand même ce qu'on n'a pas comme données, mais ça c'est bien normal, ça viendra, je pense. On n'a pas vraiment une vision, une lecture du roster qu'il nous faudra pour que la guilde fonctionne, que ce soit en sécurité, que ce soit en commerce, effectivement, etc. Après, ils ont dit, pour les joueurs solo, qu'il y aurait du gameplay, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour l'instant, le calibrage d'une guilde, bon, on ne sait pas trop comment ça marche, hein. C'est clair. Ouais. On pourra pas tous toucher à One Game, c'est une certitude. Mais ça l'a été dans tous les MMO aussi. Et en fait, ça va dans ce sens, ça va dans celui du MMO, mais je trouve ça intéressant de pouvoir dire que en fonction de la taille que tu es, tu peux quand même toucher à certains gameplays et tu peux toucher au moins aux composantes de chaque gameplay. Tu peux toucher au cargo, tu peux toucher au combat, tu peux toucher au minage, tu peux toucher. Et plus tu vas dans des gros groupes, plus tu peux aller loin là-dedans. Oui, alors là aussi, je vais me faire l'avocat du diable, Bren. Dans les MMO qu'on a pu faire par le passé, si on avait une guilde qui représentait 40 à 60 joueurs, on était en potentiel endgame. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, moi, ce que je vois L'échelle est plus grosse. C'est que l'échelle est complètement colossale. C'est énorme. Oui, et c'est là où je rejoins Nat. Je ne sais pas vers quoi ça va encore complètement. Si c'est juste avoir une base pour avoir une base dans l'espace, et qu'il faut 2000 joueurs et que et en plus, on sait même pas les échelles parce qu'ils nous ont donné une fourchette, mais je pense que eux-mêmes ne savent pas vraiment. Donc en fait, c'est pas complètement clair. Moi, si déjà, imaginons la Nebula ou avec compagnons, etc., reste dans une échelle de 50 à 100. Bah déjà, 50 à 100, ça veut dire que si j'ai 30 connectés un soir, je peux en envoyer 2 groupes sur un donjon, 3 sur du farm pour aller construire une base et 4 sur la gestion du craft, etc. Bref, moi, ce qui m'intéresse en tant que Kofi, c'est de pouvoir proposer du contenu autour d'un objectif commun. Si j'ai un objectif commun et qu'après, je peux dispatcher autour, bah en fait déjà pour moi c'est banco. Peut-être que je pourrais pas toucher l'ultra endgame parce que j'ai pas le temps de jeu, j'ai pas la motivation, j'ai pas les bonhommes et c'est ok parce que ça reste en jeu. Mais en tout cas si je peux faire mon trou dans mon coin, bah pour moi c'est déjà on coche toutes les cases d'un MMO. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à définir nous-mêmes déjà notre propre endgame, qui évoluera hein, très certainement en fonction des capacités, des rencontres et autres. Mais enfin, je prends l'exemple assez simple de chez nous. Je pense que le premier endgame qu'on a, sans vraiment concertation, c'est un peu la vision globale, mais c'est d'être plus ou moins indépendant, comme je le disais tout à l'heure. C'est de pouvoir faire notre truc sans avoir à dépendre systématiquement des autres. Et j'espère qu'on y arrivera. Et puis notre endgame évoluera en fonction des rencontres, des affiliations qu'on aura, etc. C'est là où je me sens pas forcément d'accord avec vous, encore une fois, du endgame, on a pu le toucher par ailleurs sur d'autres MMO avant. Là, c'est comme si tu mettais un sac à bonbons derrière une vitrine et que tu ne pouvais que le regarder et pas le goûter. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas générer de la frustration chez nos joueurs que de voir qu'il est possible d'aller là, mais que leurs tailles n'aboutiront jamais au minimum requis pour y parvenir? Moi, je trouve ça finalement un peu frustrant. Alors, ouais, je vais reprendre un peu. Est-ce que c'est pas démesuré en fait? Je vais me servir de WoW en fait par rapport à ce que tu dis. Ah oui, si c'est démesuré, oui, ça je suis d'accord avec toi. Mais comment dire, dans WoW à l'époque où on jouait très fort, donc il y avait 33 000 guildes mondiales, et on était dans les 5% de guildes mondiales et on faisait les premiers d'armes en fait. Voilà, c'est dans WoW Vanilla, etc. Donc 5% de 14 millions de joueurs qui arrivaient au endgame. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé leur fusil d'épaule chez Blizzard et qu'ils ont dit ouais mais nous on en a marre de faire des donjons qu'il n'y a que 5% des joueurs qui le voient. Donc ils ont changé complètement leur fusil d'épaule. Ils n'ont pas tout de suite baissé leur difficulté, mais ensuite ils se sont servis des mêmes donjons pour tout le monde. Comme ça tout le monde pouvait accéder au endgame, etc. Même si tu joues comme un pied, c'est pas grave, tu peux voir quand même le endgame. Donc ils se sont adaptés.
Mais oui, c'est vrai que effectivement, tu as raison, ça peut se révéler être un peu frustrant. Peut-être qu'ils vont revoir leur copie, hein, je sais pas, c'est possible aussi. Hein. Ouais, mais c'est Bon, pas la même chose. Enfin, là, tu compares. Je pense pas que WoW soit comparable avec Star Citizen. Je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue sur le concept, mais seulement ça a aussi fait partir les gens qui avaient l'habitude de faire des gens. Moi, dans ma guilde, à l'époque, on était 3e sur le serveur à avoir tombé Illidan quand Illidan était sorti. On était hyper contents, on était hyper hypés, puis on a continué à jouer. Et le jeu s'est simplifié. Ouais. On a arrêté de jouer. Tout le monde s'est C'est-à-dire barré. on trouvait plus l'intérêt de jouer puisque le truc était trop facile, machin, Oui. etc. Mais moi je pense que sur Star Citizen là, actuellement, le endgame, même si t'es un joueur solo, je pense que tu peux quand même lécher le bonbon. Alors, c'est sûr qu'au niveau des ressources pour construire une station spatiale, comme ils l'ont montré dans la vidéo, c'était hyper accéléré. Mais le nombre de ressources, t'avais un ULC, t'avais un C2, t'avais des tas de vaisseaux qui ont déposé des ressources dans le truc. Mais je pense pas que ce soit impossible à faire pour des petites orgas. C'est juste que ça va prendre plus de temps. De plus, c'est de l'endgame, va quand même falloir aller chercher le plan. Et c'est pas sûr que les plus grosses corpos qui vont prendre peut-être une guilde de mercenaires ou une guilde de combattants va avoir la meilleure base spatiale en fait. Parce que les gars qui vont faire de l'industrie comme nous, comme ceux de Pietro, comme la 22e route, comme les gars de Shepard, nous on va prendre des corpos, enfin des factions et des guildes pour avantager notre organisation qui vont dépendre de l'industrie. C'est-à-dire qu'on va avoir accès en premier aux possibilités d'avoir des plans que les autres n'auront pas. On va avoir des recettes qui vont nous permettre de diversifier notre choix et d'améliorer notre équipement, mais que les corpos militaires qui vont aller se chier, qui vont avoir les canons, qui vont avoir les vaisseaux, etc., ne vont pas avoir en fait. C'est-à-dire que Mais les corpos militaires sans support, je suis d'accord avec toi. Hein. Les corpos militaires sans support, elles n'existent pas. Hein. C'est de la merde, hein. On est d'accord. Hein. Ils vont pas avoir les mêmes canons que nous on aura. Alors c'est sûr que nous on va pas les avoir, on va pas avoir les mêmes caractéristiques de canon, mais nous contre les nôtres ils vont tirer, ils vont faire mal. Alors que les leurs, ça va être des canons de base peut-être, et ils pourront pas faire le maximum de ce que pourraient faire des crafters ou autres. Mais là, le truc c'est que tu peux quand même avoir, tu as plusieurs tailles de vaisseaux pour le building. Donc, tu vas quand même avoir ta petite base et que tu vas monter au fur et à mesure. Et si tu veux avoir un truc large, bah tu prends un vaisseau de taille large et tu construis ton gros truc. Ça va juste te prendre. Moi, je pense que ça va juste te prendre plus de temps. Mais si tu le fais dans un endroit tranquille et que tu es seul à farmer ou même avec une petite guilde, tu vas pouvoir te construire une méga base. Ça va te coûter plein d'argent, mais derrière, ça veut dire que tu auras passé le temps à le faire. Et tu auras un sentiment d'accomplissement que tu n'auras peut-être pas quand tu es dans une guilde avec 14 000 personnes où tu auras juste participé à aller chercher la caisse de ressources d'un point A à l'amener à un point B, où tu auras fait que ça, tu auras amené genre, je sais pas, 27 SCU, alors que le mec il arrive avec ton ULC et ses 4000 ressources, ses 4000 SC de ressources qu'il pose dans la base. T'auras peut-être pas le même accomplissement en fait que si c'était toi qui avais construit ta petite base avec que tes petites mains. Et tu auras la finalité du truc, tu auras choisi ton emplacement, tu regarderas ta base une fois qu'elle est finie, tu auras cette satisfaction d'avoir accompli les choses de tes propres mains, et tu auras ton endgame en fait. Et après tu pourras te diversifier et faire autre chose. Les endgames en tant que joueur solo et faisant partie d'une corpo seront peut-être différents, il faudra s'adapter, et après c'est une vision du jeu que les gens auront. Et chacun aura son endgame aussi, exemple, si moi, voilà. Et Après, puis, le endgame, faut savoir de quoi on parle. Le endgame, c'était dans WoW, c'était aller choper les violets, le staff le plus balèze, avoir le kikimeter le plus haut, etc. C'est vrai que là, on est sur quelque chose voilà, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est vrai. Oui, et puis, il faut voir les inconvénients. Ils l'ont annoncé, hein. Une base spatiale, c'est une cible sur ta tronche H24. Faut le tenir, tu vois. C'est pour ça que je parle de ce qu'on est capable d'aligner ou pas. C'est que moi, tu vois, aller chercher un contenu endgame que je sais pertinemment que je ne pourrais pas tenir sur le long parce que on n'est pas capable d'aligner ce qu'il faut pour le tenir, bah c'est d'avance, si tu veux, créer de la frustration pour tout ton groupe qui s'est tanné le cul à monter tout ça. Donc c'est là où je trouve que le jeu est intelligent, c'est-à-dire que tu vas avoir les zones relativement safe, les zones neutres et les zones dégueulasses, et va falloir, et on sait très bien que ça va être dans les zones dégueulasses qu'il va y avoir les plus de ressources, et ça c'est pour attirer le chaland, on comprend très bien, mais tu peux très bien prendre aussi la carte de la sécu et la jouer comme ça, et moi je trouve ça intéressant.
Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour cette émission. Vous avez commencé à l'évoquer, hein, toujours sur le sujet de la 1.0, vous avez fait déjà allusion pas mal de fois au crafting. On a vu quand même des choses nouvelles, on a quand même commencé à mieux comprendre comment le système allait s'organiser. Globalement, là, sur ce sujet, vous en avez pensé quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que ça correspond déjà aux attentes que vous aviez? Est-ce que ça ne sera pas un peu trop compliqué à mettre en œuvre? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà retrouvé dans des jeux classiques auparavant? Phoenix, peut-être que tu peux commencer à nous donner ton avis? Ouais, moi je trouve ça. En fait, je suis un peu mitigé aussi. Disons que c'est bien parce qu'il y a de la cohérence en fait entre ce qui est annoncé, enfin ce qui a été annoncé initialement et leur un peu reprise de position quant au futur et à la sortie de la 1.0. Donc ça montre de la cohérence de la part des développeurs et une prise de conscience aussi de ce qu'ils sont en mesure de nous sortir. Derrière, peut-être quelques incompréhensions, quelques attentes que je n'ai pas eues sur ces annonces de la 1.0. Bon, on a évoqué brièvement les PNJ. Moi, je pense aussi au contexte un peu et le lore de Star Citizen qu'on n'a pas du tout évoqué, notamment la présence d'aliens, les interactions qu'on pourrait avoir avec les races extraterrestres, notamment avec les Vandouls. On sait qu'avec Squadron, c'est bien développé. On a des systèmes qui sont en bordure avec les Vandouls. On n'a eu aucune allusion là-dessus. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de réponses à apporter qui viendront soit à la 1.0 soit après, parce qu'on sait que le développement ne s'arrêtera pas à la sortie 1.0. Mais ouais, c'est quand même très très content de cette globalité, de ces conclusions qu'ils nous ont faites, mais beaucoup d'attentes. Mais plus précisément par rapport au crafting et par rapport à son équilibrage supposé. Moi c'était ça vraiment le fond de ma question. Là-dessus, ah oui pardon, oui, je me suis peut-être un peu étalé un peu plus loin, désolé. Sur le crafting, encore une fois, ça apporte un but. C'est réellement un but aussi pour les mineurs, pour les corporations plus dédiées industrielles. Très content de l'aspect de montée d'upgrade, on va dire, nos composants. C'est pas une fois qu'ils sont finis que ça s'arrête pas là, entre guillemets. Ça inclut de la recherche, ça rajoute de la profondeur à certains gameplays, à certains vaisseaux dont on n'a pas du tout entendu parler depuis des années. Je pense à l'Endeavour et ses modules scientifiques. Donc non, le craft apporte un réel but, que ce soit sur les bases, sur les composants, sur les vaisseaux. Très content de voir qu'on pourra craft des vaisseaux. Mais j'attends de voir un peu cet équilibrage de temps. Là, ils nous ont montré des timers, on va dire, je pense, un peu représentatifs, enfin pas représentatifs justement de ce que sera l'avenir, avec des modules qui sont craft en 10 minutes. J'espère que ça prendra un peu plus de temps pour certains matériaux, qu'on devra avoir une maintenance sur du long terme et que voilà, c'est le fait qu'on puisse pas tous crafter tout d'un coup rajoutera cet aspect social qui nous manque actuellement, je pense. Toi, Pietro, en tant que farmer fou, c'est une bonne nouvelle ce système de craft? Pour moi, oui, j'ai hâte de commencer à crafter, je dirais même H24 s'il le faut, quoi. En gros, pour moi, pour que ce soit rentable, il faut que la machine qui va crafter tourne H24, quoi. Il faudra même que je me réveille durant la nuit pour aller me reconnecter, pour relancer un cycle de craft, s'il le faut, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Enfin, soit, en fait, le fait de pouvoir crafter, exemple, j'ai vu que quand on était à la CitizenCon, il y avait le Vulture. On pouvait crafter des têtes pour faire des salvage. Et après craftage et avant craftage, on voit la différence pour le crafting, quoi. Pour pouvoir récupérer. Ça veut dire qu'on pourra même améliorer nos composants pour récupérer de la source. Et ça me plaît beaucoup, quoi. Maintenant, ça se peut que demain, on pourra, par exemple, augmenter la taille des sacs dans les vaisseaux pour faire du minage. J'aimerais bien, par exemple, comme ça, on pourrait peut-être charger plus dans le mall ou dans le reclaimer, n'importe quoi. Mais comme ça, en gros, voilà, moi, mon but, c'est crafter, quoi. J'ai hâte, quoi. C'est vraiment crafter de la ressource, quoi. Moi, ça me tanne le craft, en fait. C'est dommage, hein, mais j'ai jamais été dans le farm, j'ai jamais été dans le base building, oui, ça pas de problème. J'aime bien mettre ma patte, mais le craft pour le craft, surtout que dans le système qu'ils ont proposé, c'était super poussé. Tu pouvais monter soit le DPS, soit le fire range, soit le spread, soit les munitions, soit la visée, enfin bref, ils ont poussé le truc très très loin. Alors du coup, ça me réjouit pour les gens qui adorent faire ça. Et ça va dans le sens de la spécialisation, c'est-à-dire que, comme disait Phoenix au début, tu pourras avoir des petits groupes de joueurs qui sont vraiment reconnus et spécialisés pour un truc. Ça peut être
des armuriers, ça peut être plutôt des builders, ça peut être plutôt des mineurs, bref. Et donc ça c'est chouette. Après, je suis encore une fois assez curieux parce qu'ils ont poussé le truc assez loin, mais pas forcément très clair. Il y a beaucoup d'interrogations, genre pouvoir créer des vaisseaux. En termes de lore, déjà, ça interroge parce qu'à quel moment, toi, en tant que marque, si t'es Renault et que ton concurrent ou en tout cas un mec dans son jardin refait une Clio et qu'il la revend, je suis pas sûr que ça soit très bien apprécié, donc je suis curieux de savoir comment ils vont justifier ça. Par contre, pouvoir pimper les vaisseaux en termes de composants et les améliorer et pouvoir justement fine-tuner le truc, donc vraiment pousser dans l'amélio, ça je trouve que ça reste assez intéressant à voir comment après ça s'intègre dans l'équilibrage. J'ai peur que en termes d'équilibrage, ce soit compliqué pour CIG de faire passer tout ça correctement. Non, je pense qu'ils vont bien équilibrer la chose. Moi, ce que j'attends, c'est les ressources qu'ils vont mettre en place pour justement pouvoir crafter les plans. Et surtout, comment on va pouvoir mélanger ça, en fait. C'est-à-dire, ce qui va être intéressant, c'est voilà, je vais utiliser telle ressource plus telle ressource, ça va me donner ça va m'augmenter le plan sur telle capacité ou telle autre. Et faire des recherches pour trouver, justement, pour le meilleur plan qui t'intéresse toi, tu vas devoir faire des recherches, et c'est ce côté recherche, en fait, qui est intéressant. Qui a rajouté un gameplay supplémentaire qu'on n'avait pas vraiment. On nous l'avait dit via l'Endeavor, où tu avais une partie scientifique, mais on savait pas trop comment ça allait être architecturé, en fait. Comment ça allait se mettre en place, comment on allait pouvoir l'utiliser. Et via les guildes et tout ce qu'elles proposent, en fonction de les spécialisations, ça va orienter ton gameplay, et tu vas pouvoir te spécialiser dans une chose ou dans une autre, ce qui va permettre de révolutionner le gameplay au niveau du craft, quoi. Je trouve ça très très intéressant. Et j'ai hâte qu'ils nous sortent le crafting, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir l'année prochaine, dans les 18 mois qui viennent, le building, etc. J'ai hâte de mettre mes mains dessus, quoi. Et ça pourra aussi apporter une plus-value à ta guilde en fonction de quel genre de ressources tu veux crafter, aussi bien pour toi et aussi bien si tu veux les revendre par la suite in-game à d'autres corpos, quoi. Oui, justement, parce que le minerai que tu vas craft aura une qualité. Donc plus tu augmenteras la qualité de ton minage, c'est-à-dire tu amélioreras tes têtes de minage, plus tu auras du matériel de qualité, donc plus ton plan aura des bonus. Ils ont parlé de tier 3, en fait, de tier 1, 2 et 3 au niveau de la qualité des objets que tu pourras crafter. Ouais, j'ai vu ça. J'espère qu'on arrivera très rapidement à faire du tier 3, quoi, parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Et on a vu la différence qu'ils ont montré sur le salvage. La différence entre un tier 1 et un tier 3, ouais. Il y a une différence, hein. Il y a une grosse différence, et c'est ce qui va être intéressant de travailler le plus rapidement dessus, le plus rapidement possible, en fait. Pour pouvoir justement avoir plus rapidement du matos, des matériaux, pour pouvoir crafter plus rapidement les meilleures têtes de minage ou de salvage ou autre chose, hein. Pour justement avoir la meilleure qualité de matériaux pour pouvoir craft le meilleur habitat possible et plein d'autres choses, quoi, le meilleur vaisseau. Et je pense que la question qui se posait que tu posais, Bren, sur comment ça va s'architecturer, comment ça va se mettre en place au niveau du plan de vaisseau, je pense qu'il va falloir aller voir le constructeur et justement lui acheter le plan, et ça va être je pense que ça va être une récompense de mission ou quelque chose qu'on va peut-être trouver dans les donjons. Parce que les plans, ils vont pas nous les donner comme ça pour construire n'importe quel vaisseau. Et c'est là où je suis ravi de connaître des joueurs qui vont kiffer ça, parce que c'est chez eux qu'on ira se fournir par la suite. Donc ça va plutôt dans le bon sens, tout ça. On verra. Vous êtes les bienvenus. Alors, il nous reste 2 minutes d'émission et j'avais quand même un dernier petit sujet à aborder avec vous au sujet de cette 1.0. Donc là, cette fois-ci, je vais faire un tour de table et je vais vous demander d'être très concis dans vos réponses pour rentrer dans le temps imparti. On a donc 5 systèmes et 19 planètes. C'était pas du tout comme ça que le projet était dessiné au Quickstarter. Est-ce que ça a provoqué chez vous une déception, ou au contraire c'est la raison qui l'emporte et que vous vous dites finalement c'est pas une mauvaise chose, au moins il se minimalise, mais ça nous laisse entendre que ça va exister. Bref, j'ai un peu besoin de votre sentiment sur cette question de seulement 5 systèmes et finalement seulement que 19 planètes pour cette 1.0. Qui veut commencer ? Je vais commencer. Allez, voilà.
Donc, mon avis là-dessus, franchement, 5 systèmes, c'est très bien. L'important, c'est qu'ils nous sortent pas ça dans 10 ans, hein, qu'ils nous sortent ça le délai. Et surtout, ce que ça implique, ça veut dire, ce qui nous manque à tous dans le jeu, c'est les boucles de gameplay, quoi. Avoir des bonnes boucles de gameplay, qu'on puisse jouer, que ça soit cohérent, etc. Et 5 systèmes, bon, bah, je veux dire, 3 systèmes sécurisés, 2 non sécurisés, c'est bien, ça va permettre de pouvoir jouer. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils aient mis la limite là et qu'on commence à jouer. Donc positif pour moi. Moi, je suis pas déçu par le fait qu'ils sortent que 5 systèmes en fait. Le projet au départ, il tablait sur une centaine de systèmes, mais faut revenir que quand même, c'était pour 2012, quand ils ont présenté le truc, que c'est venu jusqu'à 100 systèmes parce que les gens ont investi dedans. Donc ils ont dit on va sortir 100 systèmes, mais le jeu a évolué jusqu'à aujourd'hui en fait. On a vu comment ils craftaient eux-mêmes les systèmes avec le Genesis, avec le moteur Genesis, donc la génération des mondes. Finalement, avoir 5 systèmes d'ici peu de temps, et quand je parle de peu de temps, bah, peut-être 2027, 2028, la 1.0 elle est vraiment pas loin en fait là maintenant, parce qu'ils parlent de 4.0 et bah, c'est là 1.0 juste après. Donc du coup, moi je suis content qu'on ait 5 systèmes, que dans ces systèmes Yannick, c'est le retour de Delamar quand même, qu'on a pu visiter à une époque, pour les plus anciens. Et le système de Terra et de Castro qui nous ont été présentés sont quand même assez... ils me titillent beaucoup quoi, j'ai envie de les visiter. Et pas dans 5 ans. Badgen Moi, personnellement, les 100 systèmes, je savais que c'était du flan dans le sens où, au moment où ça a été annoncé, c'était juste censé être une zone ou deux de landing zone par planète en fait. Donc, entre 100 planètes avec 100 landing zones ou 5 systèmes avec 19 planètes avec chacune, je sais pas combien de landing zones par planète actuellement et sans compter les bases à venir. Bon bah, pour moi, il y a pas à calculer. Je préfère la deuxième option. En tout cas, je la trouve suffisante pour une version à la 1.0. Je la trouve assez intéressante et déjà, ça fait un bon bac à sable. Bah, si je peux agrémenter ton propos, Bren, Stanton, à la sortie du système, il y avait 4 points d'intérêt. Aujourd'hui, je l'ai noté, il y en a, ils m'ont dit 1600 ou quelque chose comme ça, 1600 points d'intérêt. Ah voilà, t'as répondu. Merci. Chep. Alors moi je trouve que les 5 systèmes c'est beaucoup plus logique que 100 systèmes. Je préfère autant avoir 5 systèmes et 19 planètes vivants en ayant du contenu que 100 systèmes vides où tu passes ton temps à voyager de gauche à droite. Je pense que c'est très bien d'être revenu là-dessus et puis d'avoir limité un peu d'avoir limité la production de ces systèmes à 5. Ça va permettre à tout le monde d'avoir le temps de tout voir et puis de pas être frustré à ce niveau-là. Pour moi aussi, 5 systèmes, c'est parfait. Vaut mieux avoir 5 systèmes avec 19 planètes et que tu peux faire un peu de gameplay sur différentes planètes et différents systèmes, que faire 100 systèmes et une planète par système qui est viable où tu peux faire juste une mission ou aller, comme on te dit, aller te balader là-bas et juste faire de la promenade intergalactique. Je trouve ça un peu débile, quoi. Vaut mieux que tu te reconcentres sur quelque chose de viable. 5 systèmes, 19 planètes, avec tout ce qu'il y a autour, que quelque chose de plus grand et qu'en gros il y aurait du vide à l'intérieur, quoi. Là pour moi je vois 5 systèmes, c'est plus petit, mais c'est du condensé, il y a beaucoup de choses à faire dedans, tu vois. Donc, je vois ça comme ça, en gros quelque chose de petit mais qui est grand à l'intérieur, que quelque chose qui est grand à l'extérieur mais qui est vide, tu vois. Là c'est petit et c'est plein, quoi. C'est rempli de choses à faire, quoi. On s'ennuiera jamais, quoi. Je pense que ça regroupe un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un condensé, pour dire un condensé de ce que je disais, c'est cohérent avec ce qu'ils sont en mesure de nous donner. Faut pas oublier que dans les 5 systèmes, on a quand même Terra qui va arriver, qui devrait être riche en contenu. Je préfère avoir, comme me le disaient mes collègues, 5 systèmes qui sont à peu près remplis, où on a des choses à faire, que d'attendre les 100 systèmes pour dire qu'on a une 1.0 avec les gameplays qui sont attendus. C'est d'abord les gameplays à arriver avant les 100 systèmes, à mon sens. Et donnez-nous des aliens, s'il vous plaît. Oui, des petits hommes verts.
part même des Vendules, hein, parce que c'est un peu la grande inconnue. C'est est-ce qu'ils seront limités à Squadron 42 ou est-ce qu'on les verra dans le PU un jour? On est censé les voir dans le PU, c'est pour ça que Castra a été intégré aussi, c'est une frontière avec Lexian, avec qui on a eu une guerre froide pendant des années. Le système Nyx est à la frontière également avec les systèmes Vendoul. Donc je pense que ça annonce du bon sur l'intégration de ces cultures-là et de potentiels conflits. C'est vrai que pour l'instant, on voit les guerres interstellaires comme du PVP actuellement entre les guildes. Et je pense qu'on aura également techniquement le chapitre 1 de Squadron. Je pense qu'on pourra le reproduire avec uniquement des corporations sur ces frontières-là avec des incursions Vendoul. Et il me semble que ça a été plus ou moins annoncé. Ouais, je me souviens d'une quête ICC à l'époque de la 2.26 où ça te permettait d'aller la suite Péter de les quête Vendoules. d'aller péter les Vendoules. Et justement, je pense qu'ils vont le remettre, je pense qu'ils vont la remettre dans Nyx et je pense que ça va être intéressant. Ainsi s'achève notre première émission de Citizen Connection, les voix du verse. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous suivre que nous à vous la proposer. Un grand merci à nos invités pour leurs perspectives fascinantes et à vous, nos auditeurs, pour votre attention et votre passion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec encore plus de débats, d'analyses et de découvertes autour de l'univers de Star Citizen. Restez connectés et en attendant, fly safe!